Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventure. Et Nissan Longueuil, en mouvement de génération en génération. Bienvenue tout le monde au podcast. Bienvenue Pat, bienvenue Carl. Comment vont les boys? Très bien, monsieur Ouais, vous-même. non, ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, Carl, on va recevoir un invité. J'ai l'impression que ça peut sentir le caoutchouc brûlé, le tire brûlé. Hein? Ça va sentir le talent puis l'acharnement aussi. Écoute, Alex Tagliani, c'est quelqu'un que j'admire énormément, tout d'abord. Je le nomme direct, pas de taponnage, ouais, c'est pas ça. de suspense. Tu Il n'y en viens a de pas de brûler suspense. Punch. Ah non, il n'y en a Ouais. pas de problème, mais c'est quelqu'un que j'admire depuis des années parce que pour durer dans le sport automobile, ça prend pas juste du talent, ça prend de l'acharnement. Il faut que tu sois bon avec les relations avec les commanditaires. Il faut que tu sois capable d'y aller sans arrêt, de te battre Ouais. année après année parce que les gens pensent que quand ta carrière va bien, c'est facile, ça se renouvelle tout seul. Puis tu le sais, Richard, en télévision, dans le domaine des affaires, il n'y a rien qui se fait tout seul. Jamais. Et Alex est probablement un des plus gros travaillants que j'ai vu de toute ma vie. Et ça dépasse le sport automobile parce qu'au niveau des entreprises et de beaucoup d'autres choses, dont Tag e-karting, il a réalisé des projets extraordinaires. Donc, c'est un honneur de l'avoir avec nous autres aujourd'hui à Trace de Break. De réussir à l'avoir parce que le gars est occupé. Alex Tagliani, salut! Salut les gars. Premièrement, je le dis en partant, je m'excuse de tout cœur. Je vous promets, on va se reprendre, mais je vais être là avec vous live la prochaine fois. Ouais, t'as eu un petit souci familial, mettons, appelons ça comme ça? Ouais, exactement. C'est une des raisons pourquoi que c'est bon de ne pas avoir des enfants quand je coursais en IndyCar. J'en avais tellement sur les épaules que si tu rajoutais la responsabilité enfant, je ne sais pas si j'aurais pu faire ce que j'ai fait, là. En tout cas, merci pour ton intro, Carl, mais c'est des fois avec un enfant, c'est du sport. T'en as un, deux, trois, un? J'ai une petite fille de 8 ans. OK. Puis, OK, c'est bon. Ben, c'est cool qu'on parle d'enfants parce on va y aller peut-être un peu en ordre chronologique, justement, te concernant, Alex, parce que toi, ça a commencé jeune, la passion automobile. Oui, mais moi, j'ai été entouré de courses automobiles quand même très jeune. Mon père était mécanicien, il avait un garage de mécanique. Pour une raison quelconque, j'ai commencé à scier des tuyaux. Ensuite, j'ai voulu les souder, les remettre, les raboutiner ensemble. Il m'a montré comment souder. Je passais mon temps là, tout le temps après l'école. Et puis, à un moment donné, mon père s'est mis à préparer des moteurs de motoneige pour les Villeneuve. Il a commencé à s'occuper d'une équipe de course auto en série Rothmans Porsche. Il a fait venir la catégorie Formule 125 au Québec. Il y avait le journaliste Gilles Boursier de la presse qui s'occupait du marketing, Francis Cardol des carrosseries, puis mon père, c'était tout ce qui était châssis, moteur. Ils ont parti de cette catégorie-là, dont on a vu plusieurs pilotes québécois débuter, les Claude Bourbonnais, Christian Vandal, Stéphane Proulx de ce monde. Et mon père préparait aussi des moteurs de Formule Atlantique, toutes sortes de voitures de course sur glace. Et puis là, à un moment donné, tu avais moi qui était dans un garage à tous les jours après l'école. Puis après ça, tu avais le kid qui suivait son père au Mont-Tremblant, à Sanner, à Saint-Eustache, à Deux-Montagnes. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'en parlais justement il n'y a pas longtemps quand on a fait l'annonce à Québec. J'ai vu Jacques Bienvenu. Puis, Jacques Bienvenu coursait avec la voiture Dicom, une Golf. Puis mon père avait déjà joué dans ses moteurs. Et quand un des pilotes que mon père préparait gagnait, j'étais là sur le bord de la piste, puis je voulais faire le tour d'honneur avec le drapeau, puis là, il plantait le drapeau à demi dans le toit par un trou.
Puis là, je le tenais, tu sais, puis je me tenais après la roll bar. Et puis, c'était Jean-Guy Courcelles qui était, Courcelles qui était le directeur de course ou le flagman. Puis combien de fois qu'il m'a chicané parce que j'avais pas l'âge pour être dans les puits, tu sais, pour avoir une passe, pour être dans un hot pit. Ça prenait dans le temps, je pense, minimum 16 ans ou 18 ans. Mais écoute, je pense que tout le monde, la course automobile au Québec, là, il voyait à quel point que je voyais juste des chars dans mes yeux, puis il me laissait faire le tour d'honneur avec les pilotes gagnants, si c'était des pilotes que mon père préparait les voitures. Fait que, longue histoire courte, j'ai été là-dedans, j'ai mangé de l'huile puis du gaz pendant toute ma jeunesse. Et puis, à un moment donné, mes parents m'ont mis dans un avion, ils m'ont envoyé en Italie. Et mon grand-père, du côté de ma mère et mon père, devaient me recevoir pendant 3 mois pour apprendre à parler l'italien. Puis c'était mes vacances d'été. C'était pour apprendre à parler la langue. Et donc, je me suis retrouvé du côté de ma mère, c'était un artiste. Tu sais, il faisait des lunettes avec l'acrylique. Du côté de mon père, c'était l'autre mécanicien qui était ici au Québec, mais qui a dû quitter pour l'Italie parce qu'il y avait de l'asthme chronique, puis l'hiver était vraiment tough sur ses poumons. Fait que on est parti de l'aéroport, il m'a ramassé à l'aéroport de Milan. On a quitté, on est allé directement dans une petite usine qui s'appelait Calicart, aujourd'hui CRG, et il m'a acheté un petit go-kart. Il a mis ça dans la valise de la Volkswagen Rabbit, là, la valise ouverte. Le kart dépassait. Il a attaché ça avec un tie-down. Puis on est allé chez lui. Et évidemment, j'étais supposé faire une semaine, mais ça s'est retrouvé que je voulais pas mal passer plus de temps avec le grand-père qui avait des bébelles. Ça ronronnait. Fait que, il m'a fait faire du karting. Et puis, à un moment donné, il a appelé mes parents, puis ils ont dit, gars, c'est les championnats du monde de kart. Si tu veux, je vais l'inscrire. Puis là, ma mère, à distance, elle a dit non, elle voulait pas. Fait qu'il m'a fait pratiquer. Puis mon grand-père a rappelé, il dit, écoute, il va vraiment vite. Tu sais, il est à 1/10 des temps là, qui se roule. Fait que ça vaudrait la peine de l'inscrire, mais mes parents, tu sais, comme à distance, n'ont pas voulu. Fait que j'ai continué à faire de la pratique. Et après les vacances d'été, le kart a été envoyé par bateau. Il est arrivé et là, il était dans le garage chez mon père. Puis, tu sais, t'imagines un kid de 10 ans, un kart, puis il y a 6 pieds de neige dehors. Écoute, j'avais hâte en tabarouette que ça fonde. Et des fois, même, je m'endormais dans le kart, dans le garage. Puis ça a commencé comme ça. Puis j'ai continué à suivre mon père aux courses. Mon père m'a fait faire du karting et avec les moyens du bord. Donc, puis j'ai resté dans le karting quand même assez longtemps. Puis j'ai assez appris vite que c'est sûr que ça allait pas être l'argent de la famille puis les fonds de la famille qui allaient m'amener dans la course. Mais comme tous les jeunes, je regardais la télévision puis je regardais les courses de Formule 1, je regardais les courses d'IndyCar puis tu sais, je voulais en faire, mais je savais que j'allais être limité à un moment donné. Fait que là, j'ai commencé à faire des soupers bénéfices. J'ai commencé à faire un paquet d'affaires pour essayer de me donner la chance de courir. Puis finalement, dans tout mon cheminement, j'ai réussi, là, tant bien que mal. Mais c'est ça. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Mais avant qu'on parle vraiment de toute ta carrière qui est vraiment extraordinaire, non seulement la carrière sport auto, mais tout ce qui est parallèle, ton père, là, avant que je commence dans le sport automobile, j'entendais déjà le nom de ton père, que c'est un génie de préparation des moteurs. C'est une institution, là. C'est fou. Puis je me demandais, toi, est-ce que ça t'a aidé ou tu avais l'impression au début d'être un peu dans l'ombre de ton père qui était si connu, si respecté? Puis je me rappelle que les gens disaient, hey, j'ai un moteur Tagliani là, dans mon auto. Tout le monde arrêtait de respirer. Là. Wow! Il a touché à ton moteur. Fait que toi, tu l'as Pour vécu moi, comment? non, mon père était vraiment tough avec moi. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je l'en remercie parce que ça m'a aidé au fil de ma carrière, tu sais, pour jamais abandonner. Puis, tu sais, en tout cas, j'en ai passé là, des affaires, là, des vertes puis des pommures, mais mon père était tough. Dans le sens, pour lui, les trophées dans le monde du karting, c'était pas important. C'était vraiment l'apprentissage, puis, tu sais, l'école en premier. Puis, à un moment donné, j'ai pas eu un bon bulletin. Le kart est resté pris dans le garage.
il m'a fait manquer des courses à cause de ça. Il y a moins de ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le sport est tellement important dans les familles il y a des parents qui sont prêts à fermer les yeux quand les enfants ne le méritent pas. Moi, en tout cas, c'était pas ça. Et puis, pour question moteur, quand j'ai commencé en Formule 125, la première année, j'avais 15 ans. Et mon père était l'importateur. Et à un moment donné, évidemment, comme tu peux le voir, là, il y a un pilote qui arrive, puis là, il chiale, puis là, il pense que j'ai un moteur spécial. Ben, mon père, il a pris mon moteur de mon kart, il l'a mis sur le kart du pilote, puis il a dit amène-moi le tien. Puis il m'a fait courir avec ce moteur-là. Et souvent, il me faisait partir dernier. Donc je qualifiais sa première ligne de départ. Puis là, il mettait le kart en 28e place. Puis là, je le regardais, puis il a dit regarde en avant, il dit concentre-toi. Puis là, juste avant que je parte, il me dit tu me regardes là, puis tant aussi longtemps que tu ne me vois pas te faire ça dans les puits, tu restes en arrière. Fait que là, je faisais un tour. Là, je regardais, puis là, je le voyais avec son tablier noir, écrit Pirelli. T'sais, on n'était pas commandité par Pirelli, puis on ne roulait pas avec du Pirelli, mais lui, il avait un tablier de mécanicien noir avec écrit Pirelli en jaune. Puis là, à un moment donné, il me fait ça comme ça. Puis là, je te le dis, là, tu peux pas savoir ce que j'ai pensé de ce bonhomme-là. Je me disais, pourquoi il fait ça? C'est un fou furieux. Puis là, moi, je partais en fou furieux, tu comprends? Ouais. Puis à la fin de la course, je travaillais comme un fou pour terminer deuxième, où j'avais qualifié, où j'aurais pu facilement me battre pour la première place, mais je revenais de loin, j'avais dû passer 26 cartes. Puis là, il regarde mon disque, puis c'était à 100 heures, on roulait sur l'intérieur du trioval, puis il y avait comme de la gravelle, l'asphalte était plus haut d'à peu près 1,5 pouce que la gravelle, puis j'avais comme mis la roue extérieure, comme dans la gravelle, puis le frein à disque, il avait comme touché sa asphalte, puis je l'avais égratigné, tu comprends? Puis au lieu de me dire hey, bravo, hey, t'as passé 26 machines, non, il s'en va regarder le frein à disque qui était égratigné. Oh, wow. Puis là, moi, je m'en allais chercher mon trophée, tu comprends? J'ai hey, mon trophée, deuxième place, gros trophée de plastique. Puis lui, il était en train de charger le kart, puis il avait juste hâte qu'on foute le camp pour retourner à la maison pour me dire toutes les affaires pas correctes que j'avais faites. Puis là, c'était le sermon dans l'auto. C'était comme ça, je regardais dehors par la fenêtre, puis là, j'écoutais tout ce qu'il me racontait, mais honnêtement, là, c'est bizarre parce que moi, c'est comme ça que, je voudrais entraîner des jeunes aujourd'hui pour lui qui aillent, les fesses dans Watt, là. Mais, aujourd'hui, on s'en va au karting, puis on roule avec des rigs de 53 pieds, là, comme quand j'étais en IndyCar, là, c'est la folie furieuse. Mais honnêtement, cette portion-là, là, j'en parle comme si c'était hier parce que ça m'a vraiment aidé en tant que gars. Pas juste en tant que pilote. Là, tu le sais, tu en as fait de la course, tu es là-dedans, tu connais le milieu, tout ça. Mais à un moment donné, tu arrives à un moment donné là, dans la course où est-ce que tu as quelqu'un qui est à côté de toi, puis il est aussi vite que toi, puis là, ben, il faut que tu ailles chercher quelque chose de plus. Puis c'est pas la voiture, c'est pas. Si tu as une voiture qui est déficiente, ben il faut que tu acceptes que la voiture soit déficiente. Si tu as une équipe un peu comme de deuxième ordre, il ne faut pas que tu te sentes abattu parce que tu as une équipe de deuxième ordre. Faut, mentalement, là, je te dis, tu peux vraiment là, tomber down là, si tu gagnes pas. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis tu sais, d'apprécier chaque moment de la course, que tu sois dans un top voiture ou pas une top voiture, puis que tu savoures chaque seconde de la course pendant que ça dure, tu comprends? Puis je pense que c'est encore à cause de lui que j'ai cette passion-là, tu sais, qui brûle. Parce que, tu sais, j'ai vu des moments difficiles, j'ai vu que c'était pas du tout cuit dans le bec, puis j'ai grandi là-dedans, puis à un moment donné, ben, tu sais, quand t'es jeune, ben, t'es comme une éponge, hein, fait que tu prends tout, qu'est-ce que les gens t'éduquent, puis tu le gardes en toi, puis ça devient une partie de toi, t'sais. Mais Alex, est-ce que quand ton père te disait quoi que ce soit, tu prenais tout ça du bon bord? Parce que, il me semble, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des éclats de voix, des fois, entre toi et lui. Non, écoute, là, hey, on s'est pogné, là, d'aplomb, là. Tu sais, écoute, moi, écoute, à un moment donné, j'étais à Sonner, je faisais 2 catégories, OK? Et pour m'entraîner, là, il me faisait faire du 100cc Formula puis du 125. Puis dans le temps, là, on roulait back-à-back, OK? Donc, tu sais, je n'avais pour mon argent. Mais
tu sais, je tombe à 16 ans, tu sais, le kid, il fait de la course, tu sais, le suit, le casque. Fait Ouais. que là, je fais venir mes amis, tu sais, à Sonneur dans le paddock, tu sais, une fille qui arrive là, la petite gang d'amis qui arrive là, puis tout d'un coup, je commence à papoter. Puis là, je me perds, tu sais, puis lui, il est tout seul en dessous de la petite tente. On avait un petit écolonine bleu, rouillé, avec une petite toile, là, tu sais, de vinyle qu'on avait acheté au Canadian Tire. Puis il était en dessous, puis là, il ranchait sur le kart, right? Ben, il l'a défaite au grand complet, là. Et là, quand je suis parti, là, écoute, avoir l'air d'un maillet, là, c'est comme si j'avais jamais conduit de ma vie, là. J'ai eu l'air d'un pied de céleri, mais pas à peu près. Quand je suis revenu, là, j'ai dit, mais c'est quoi cette vidange-là? Là, premièrement, tu sais, avant de dire vidange, Ouais. là, tu vas me dire, qu'est-ce que le card fait, là? Puis la prochaine fois, là, au lieu d'aller papoter là, avec toute ta petite clique, là, tu resteras ici avec moi puis donner un coup de main à ton père, là. Puis, tu sais, je ne changerai pas le kart. Mais avant qu'il change quoi que ce soit sur le kart, il a bien fallu que je lui dise tout ce que le kart faisait. Ah, Ouais. il glisse en avant, je trouve que, oups, je frottais, là, avant, il ne frottait pas du tout. C'est là, ah, il frotte, ouais, OK, je l'ai baissé de 3 mm, je t'ai fait sortir de la pression à 10 au lieu de 12. Tu sais, puis il me disait, quand je trouvais de quoi, il me le disait. Puis là, après ça, il n'y a pas d'autre chose. Il me semble qu'en arrière, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est trop grippé du derrière. Je ne suis pas capable de le faire sortir du coin. Là, je l'ai mis plus étroit. Fait que là, je vais te l'ouvrir. Écoute, là, c'était la folie, là. Puis là, il a fallu que je m'ostine avec lui sur plein d'éléments pour qu'il le remette. Puis là, après ça, j'ai commencé à douter. Fait que là, je dis, t'es sûr que t'as tout remis comme avant? Puis finalement, tu sais, j'ai compris que l'entourage, là, puis la clique aux courses, c'était comme, c'était pas le temps. Mais c'est drôle, ça donne l'impression que ton père était toujours en mode éducation avec toi. Ouais. Peu importe ce qui arrive, Tout il le était temps. toujours dans l'idée de te faire apprendre quelque chose. Ben, je pense que c'était le fait que ma famille savait, tu sais, puis autant ma mère, hein, parce qu'on parle beaucoup de mon père, mais tu sais, ma mère, elle a accepté qu'on parte avec la glacière, puis qu'on quitte les fins de semaine de course, puis tu sais, de ne pas être à la maison, tu sais, fait que, tu sais, qu'un été, ça passe assez vite, mais tu sais, t'as un père, t'as un mari, puis t'as un kid qui sont tout le temps, tu sais, sur la route en train de faire du go-kart. Puis quand on revient, on parle de go-kart. Puis quand on est à la maison, ben on rentre sur le go-kart dans le garage. Fait que ma mère, elle a aussi accepté ça, tu sais. Puis, mais la famille savait que la priorité, c'était pas la course parce qu'ils ne pouvaient pas me supporter pour que je continue passer vraiment le monde du karting. Tu sais, le Ouais. karting, c'était, on va lui donner le maximum qu'on peut en karting, puis on va essayer d'utiliser le karting pour, tu sais, que ça fasse partie de son éducation, tu sais, Mhm. en même temps. Que c'est un gars qui apprécie, que c'est un gars qui est serviable, que c'est un gars qui est généreux, qui n'a pas tout cuit dans le bec. Fait que, ce genre de choses-là, ils l'ont fait avec le karting parce que je voulais tellement aller aux courses qu'ils savaient que s'ils me retiraient ça, c'est sûr que j'allais apprendre. Fait qu'ils utilisaient un peu le karting aussi pour me faire apprendre puis que je le mérite de mon plein gré. Là, t'sais. Et puis, fait que, tu sais, oui, c'est un peu à cause de ça qu'il était tout le temps en mode éducation avec le monde du karting. Mais parlons d'une autre génération, c'est-à-dire toi, un peu à la place de ton père, avec l'émission À tout à l'heure qui était sur Z Télé, qui est maintenant disponible sur nouveau.ca. Parle-nous un peu de cette expérience-là que tu as vécue. Écoute, très difficile, je te dirais. Tu sais, quand c'est pas tes enfants, c'est vraiment difficile de vouloir inculquer le même genre de principe. Mais juste expliquer le Euh, concept aux gens, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu et qu'ils vont vouloir aller le voir, peut-être. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, on avait une équipe de cartes. On a toujours une équipe de cartes. Et puis, ben, comme tu as vu, les gens peuvent voir, là, c'est le gros équipement. Là, c'est la rig, c'est la tente, c'est la grosse affaire. Là, fait que les enfants sont un peu choyés, mais sont choyés en entrée de jeu. C'est le Mm. sport qui le fait, c'est comme ça. Donc c'est tough parce que il faut retenir un peu, puis il faut faire exprès pour pas trop leur en donner, puis il faut que ça soit tough. Moi, je dis toujours que, manger un peu de merde une fois de temps en temps, là, c'est pas mauvais parce que, ça te fait sortir, de quoi de toi que peut-être que tu connais pas, tu comprends? Des fois, Ouais. quand c'est trop facile,
tu tombes les fesses dans Watt, puis on sait pas quel genre de personne que tu es vraiment, tu sais. Puis dans le monde de la course, ben, il y a plein de choses qui vont arriver, tu sais. Il y a 90%, c'est du mental. Tu peux, tu sais, à un moment donné, tu vas avoir des problèmes, puis ce genre de problèmes-là vont affecter tes performances. Fait que moi, ce que je dis, c'est que il faut que les jeunes arrêtent de penser d'aller aux courses pour gagner des trophées, mais que ça fasse partie de leur éducation. Mais comment tu fais ça? Tu sais, je peux pas leur enlever ce qu'ils font avec leur famille quand l'été arrive. Fait que quand l'été arrive, là, c'est let's go, puis c'est le free for all, puis c'est whatever, tu sais. Et des fois, puis là, quand tu rentres l'argent aussi, ben là, c'est on veut ça, on a besoin de ça, on veut aller tester, on a besoin de plus de pneus. Puis j'entends jamais non. Jamais. Non, c'est pas quelque chose que j'entends jamais. Fait qu'à un moment donné, c'était pas facile pour moi de voir parce que à certains moments donnés, j'aurais probablement mis des freins à plein de places. Ouais. Puis les gens se rendent pas compte à quel point, à un moment donné, quand tu fais juste comme dorloter ces jeunes-là, puis leur faire croire que le meilleur moteur, les meilleurs ci, le meilleur ça, tu peux tout changer, tu peux tout faire, le coaching, le ci, le ça. Bien, à un moment donné, ils n'en ont pas mangé là, de la merde. Là. Quand Ouais. ils vont en avoir besoin de sortir quelque chose de plus de leur corps, là, est-ce qu'ils vont être capables? On le sait pas. C'est la question qu'on se pose tous. Fait que dans Mais la moi, série, là, excuse-moi. Ouais, dans la série, mais c'est ça. moi, C'est toi qui coaches des kids de 10-11 ans en karting. Est-ce que tu trouves que tu voyais ton père des fois, parce que dans la bande-annonce, par exemple, on te voit dire hey, tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. Là, tu as été selfish. Tu sentais-tu des fois que tu entendais ton père te parler à l'époque quand tu as participé à cette émission-là en tant que ah, coach, j'imagine? C'est un peu ça le c'est titre. dur. C'était dur de me séparer de ça. C'est sûr, il y a des fois, il y a des choses qui sortent de moi, qui viennent de ce que j'ai appris. Puis si ça n'était que de moi, c'est sûr que je ferais plein de choses pour ces jeunes-là comme mon père a fait, mais Ouais. je Ben peux là, pas me le permettre. Tu c'est sûr. comprends? Je peux pas. Un gars qui qualifie deuxième, il est tellement content d'être deuxième, je me vois pas aller lui dire écoute, on va te faire partir dernier. Ouais, Le ouais. père C'est va pas me tes scalper, enfants. là. Ah ouais. Puis dans la C'est série pas ici, le. on voit aussi un des. Je sais pas quel est son rôle là-dedans, mais un père, probablement, qui dit le problème, souvent, c'est les parents. C'est un peu comme le Ah oui, hockey, des fois, on se dit ça, des fois, les ben parents oui. sont. C'est Ouais. sûr. Moi, je pense que c'est encore pire la course. On le voit aujourd'hui. Écoute, c'est drôle que tu dises ça, mais si on suit un peu la Formule 1, là, écoute, le père de Max Verstappen, là, il prend de la place dans un paddock en ce moment. Là. Il est à la tête d'une saga en ce moment dans une équipe de Formule 1. Donc, imagine-toi comment tu peux dire, oui, des fois, les parents sont trop présents, puis des fois, ils se le font dire. Là, puis je pense, Lewis Hamilton, il a fait un commentaire en voulant dire, moi, mon père, j'ai une super bonne relation avec moi, mais quand je suis dans un paddock de Formule 1, il est là pour me regarder, puis il est là pour être spectateur, puis il est là pour que le soir, on aille manger au restaurant, mais pas plus, là. Fait, des fois, ça dépend de la personnalité des gens, mais oui, ça peut être un problème, puis le À, mieux, c'est d'essayer d'éviter ça. à ce niveau-là, Alex, ça t'es-tu déjà arrivé que tu brasses un petit peu un kid puis que le père fasse non, vas-y mollo ou peu importe? Ou est-ce que les parents voient, dans le fond, tout ce que tu peux apporter à leurs jeunes pour une future possible carrière? Non, au contraire. Au contraire, j'ai eu des parents qui m'ont demandé Débrassé. d'être plus sévère, d'être plus strict. Mais des fois, le problème, c'est que les actions ne suivent pas de leur côté. Ouais. OK? Donc, sans nommer de nom ou sans faire d'allusion à quoi que ce soit, mais je veux dire, tu peux pas éduquer un enfant qui est extrêmement gâté puis qui sait qu'il vit dans un environnement de chance. Puis, j'en parlais l'autre fois avec ma femme puis avec mes parents. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus dur d'élever les enfants parce que quand moi, j'étais en train de grandir dans mon environnement à moi, c'est pas compliqué de voir qu'il y avait une limite, là. Mais, tu sais,
toi, tu veux donner tout à tes enfants. Tu veux pas faire exprès pour pas leur donner de bottes, là. Je veux pas exprès pour envoyer ma fille, tu sais, dehors, pas de bottes, puis qu'elle gèle les pieds. Mais je veux lui montrer qu'elle peut pas traiter ses bottes, tu sais, comme de la merde. Puis elle peut pas piler sur le dos de la botte. Elle peut pas les garocher partout. Puis quand elles sont mouillées, ben, je veux qu'elle les sèche, puis qu'elle en prenne soin, puis qu'elle pense pas qu'il y a 8 paires de bottes qui l'attendent en arrière, là. Tu comprends? Fait que quand tu as les moyens pour lui acheter une troisième paire de bottes, ben, il faut que tu te retiennes puis que tu n'y ailles pas au magasin l'acheter la botte. Puis il faut que tu l'envoies à l'école avec la même paire de bottes qu'elle a magané. Parce que si elle ne comprendra pas comment faire à ne pas la maganer, ben, même si toi, tu espères qu'elle apprécie ce qu'elle a, mais que tu vas au magasin pour y acheter 3 autres paires, dans le fond, tu veux, mais tu t'aides pas. C'est un peu ça, des fois, c'est difficile. Puis la course automobile, c'est un milieu qui est tough parce qu'il y a de l'argent impliqué. T'sais, fait que ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte des cartes, ça coûte de l'argent, des moteurs, ça coûte de l'argent. Puis je pense que oui, on veut avoir tout le bon équipement, mais je regarde les Lewis Hamilton, je regarde des gars contre qui j'ai couru, Tony Kanaan, Castro Neves, Scott Dixon. On a dormi dans des shops, on n'avait rien. Quand on allait aux courses, on n'avait pas assez d'argent pour payer le billet d'avion puis l'hôtel, fait qu'on dormait dans notre voiture, dans un sleeping bag, dans des voitures, des budgets de courses qui coûtaient 1 million US par année, puis on allait là avec l'argent du bar. Tu avais des gars dans notre catégorie qui dormaient dans des motorisés d'1,2 million US, là, puis moi, j'avais pas assez d'argent pour payer l'hôtel, puis je coursais déjà en Formule Atlantique. Fait que c'est sûr puis là, ben, tu prends un pilote comme ça, puis que tu y enlèves un peu son confort, ben, il va dire, ben, moi, je n'irai pas aux courses si je suis pas capable de dormir dans un motorisé d'1,2 million. Moi, c'est pas une question que je me posais. Moi, j'aimais bien mieux être dans l'auto, conduire, pour avoir la chance de conduire. Puis j'acceptais de dormir dans mon sleeping bag la nuit, là, dans la voiture. Fait que c'est un peu ça, c'est l'équilibre entre on est capable de donner parce qu'on peut se le payer, mais comment faire pour le donner au compte-gouttes pour pas que pour que les enfants évaluent de la meilleure façon. Ouais. Un exemple bête, là, mais est-ce que toi, tu es genre à dire aux enfants, ça serait le fun si vous faisiez, mettons, des tests D avec des vieux pneus pour apprendre quand ça glisse puis quand le kart va pas bien? Ou est-ce que tu aimes mieux qu'ils roulent toujours avec des pneus neufs pour vraiment sentir ce qu'ils vont ressentir d'un week-end de course? Tu vois ça comment, la préparation? Bon, toi, tu me pitches des questions, man, justement, là, c'est les questions de l'heure, OK? Oh my God. OK. Oui, mais non. C'est compliqué. Je vais t'expliquer. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, OK, ils veulent rouler en malade, OK? Fait que c'est comme brûle du gaz, puis brûle des pneus. Je vais rouler tout l'été jusqu'à temps qu'il commence à neiger. C'est correct, mais on veut pas non plus que ça soit des pilotes bâtis. On veut qu'ils roulent pour que ça en vaille la peine. Moi, je trouve que des fois, là, de mettre 1000 km qui n'est pas effectif, c'est moins bon que d'en faire 100 qui est comme ça à coche. Quand tu es un pilote, puis tu es capable de tourner à droite, à gauche, tu connais les lignes, tu connais la piste, faire 900 km de plus, à un moment donné, c'est juste de l'amusement. Ça ne te rend pas meilleur. Puis rouler sur des vieux pneus, juste sur des vieux pneus, la problématique que les jeunes ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont besoin de développer leur côté technique, OK? Puis là, quand ils sont sur des vieux pneus, le danger avec ça, c'est qu'ils disent tout de suite que le kart n'est pas bon parce qu'ils ont des petits cadrans, là, puis là, le temps là, est comme 8 dixièmes plus lent que qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Fait que là, le kart vaut de la marge. Le kart n'est pas bon. Le setup n'est pas bon. Puis là, tu as le mécano qui change l'axe arrière, la hauteur, les spindles en avant, la largeur, la guire. Il n'y a plus rien de bon. Mais il faut juste que le gars mette un set de pneus. Puis là, tout d'un coup, il fait les temps. Parce que le pneu, mais les gens ne sont pas capables de dire c'est la piste qui n'est pas bonne aujourd'hui, c'est le pneu qui n'est pas bon aujourd'hui, ou si je mets des pneus neufs, le kart est correct. Ils vont se fier à ce que le kart leur dit. Mm-hmm. Puis c'est parce qu'il y a un manque d'expérience, tu comprends? Des fois, tu vas mettre 25 karts de location sur la piste, ils vont enlever toute la gomme,
puis en l'espace de 25 minutes, tu vas perdre une demi-seconde. Mais change pas le kart, là. Il faut que tu sentes que le kart a dégradé à cause que la piste a dégradé. Parce que sinon, tu peux te perdre, là. Il y a peut-être 1000 ajustements. Puis là, tu t'en vas, là, puis là, tu lances des dards, là, comme ça, avec un bandeau à l'aveugle. Puis là, tu essaies de pogner le setup, mais tu ne pogneras jamais rien parce que tu n'as aucune idée pourquoi le kart fait ça. Fait que ta question n'est pas si facile parce que oui, quand tu vas tester pour l'amusement, je préconise, mets des vieux pneus puis gaspille pas d'argent. Mais s'il vous plaît, reviens pas à la fin de la session avec des pneus de 90 tours puis me dire qu'il faut changer le kart parce que le setup n'est pas bon. Tu ne peux pas le savoir que le setup n'est pas bon. Mets un set de pneus neufs, va faire 4 tours, mets-les de côté, marque 4 tours sur les pneus, gardez parce qu'à 4 tours, ils vont être super bons pour le futur. Mais au moins, va te confirmer où est-ce qu'elle est rendue la piste. Parce que sinon, tu vas être perdu. Tu vas scraper le setup, tu vas dire que le kart n'allait pas bien, mais quand tu vas mettre 4 pneus neufs, tout d'un coup, tout apparaît. Puis on essaye de... Je pense que le plus gros challenge qu'on a avec les kids aujourd'hui, c'est vraiment le côté technique, de l'ajustement, puis de faire en sorte qu'ils sont capables d'évoluer avec la piste. C'est pas vraiment loin que la Formule 1, un kart, là. La piste évolue, elle change de jour en jour, elle change de session en session. Puis des fois, les gars, ils se font prendre puis ils savent pas qu'est-ce qui leur arrive. C'est ça qui leur manque un petit peu. Mais c'est drôle que tu dis ça, Alex, parce que quand tu as commencé en sport auto, il y a de cela quelques années, tu n'avais pas des Alfano puis des 1000 affaires qui te donnent tes temps automatiques puis tes intervalles, puis si tu es plus rapide, moins rapide, c'était tes fesses puis tes mains. Comment se fait qu'à ce moment-là, tu étais capable d'avoir cette compréhension-là de la machine, puis de comprendre si tu les pneus, la piste, les ajustements, puis qu'aujourd'hui, avec tous les outils de mesure, ils soient un peu perdus? On se fie-tu trop à la technologie, passer au feeling? Ben oui, tu as raison. Puis moi, je trouve que moi, j'ai grandi dans la technologie, mais vu que j'ai passé de rien à technologie, on s'arrange pour utiliser la technologie pour nous donner de l'information. Fait que il me manque un dixième, il est où? OK, c'est comme ça que j'utilise la télémétrie, moi-même contre moi-même, OK? Parce que souvent, là, on va s'apercevoir que tu prends le même pilote, là, puis toute la journée, là, puis là, tu vas prendre sa pratique de l'après-midi, puis la pratique du matin, puis tu vas les mettre ensemble, puis il y a comme un temps de 3 dixièmes plus vite encore. Parce qu'il n'a pas fait le virage 1 et 2 comme il l'a fait le matin, mais le soir, il a fait le 1 et 2 plus lent, mais il a fait le 3 et 4 plus vite. Fait que tu utilises la télémétrie pour ce genre d'informations-là. Eux, ils grandissent, ils tombent dans un kart avec toutes les données. Fait que moi, j'ai l'iPad, je regarde toutes les données télémétriques du kart, puis je peux leur dire à quel régime moteur ils arrivent au bout de la ligne droite. Fait que les autres, il y a quelqu'un qui va leur dire que le moteur ne tourne pas assez, fait qu'ils n'ont pas la bonne gear. Fait que, tandis qu'avant, il n'y avait personne, il n'y avait pas de télémétrie pour te le dire. Fait que si tu pensais que tu n'avais pas la bonne gear, quand tu sortais en piste, la priorité que tu avais, c'était arrange-toi pour trouver la gear. Aujourd'hui, on le voit encore, je passe 2 jours avec les gars, puis ils finissent une finale, puis on ne sait pas si on avait la bonne gear. Mais ça fait comme 2 jours qu'on est ici. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, va pogner une draft, va suivre un autre pilote, essaye de le trouver après 2-3 pratiques, mais, tu sais, mets l'emphase là-dessus. Fait que, oui, il y a de la technologie, puis oui, il y a de la télémétrie, mais vu qu'ils sont nés là-dedans, peut-être qu'ils s'attendent que l'information leur soit donnée. Tandis que vu qu'avant, on ne l'avait pas, fallait que tu ailles la chercher. Pour essayer. Fallait que tu ailles la chercher. Ouais. Puis là, à un moment donné, quand on est tombé dans la technologie, bien, on était quand même habitué de travailler par nous autres mêmes pour trouver des choses. Bien, la technologie, on ne l'utilisait pas pour que quelqu'un nous dise « Hey, j'ai pas la bonne 2e vitesse, j'ai pas la bonne 6e vitesse. » On leur disait tout de suite à l'ingénieur, il me semble que la 6e là, n'est pas bonne, puis la 2e, elle serait mieux si elle serait plus longue. Puis après ça, lui, il validait avec la télémétrie, tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, puis tu n'as pas le choix de l'utiliser parce que c'est tellement un outil important pour améliorer un pilote que si tu ne l'utilises pas, ben, tu vas rester en arrière anyway. C'est pour ça que c'est l'équilibre encore de comment tu fais pour essayer de développer un pilote parce qu'ils sont dans l'âge de
de tout absorber, tu comprends? Puis si ils arrivent à un 17, 18, 19 ans, puis ils n'ont pas absorbé tout, ben ils vont tomber dans une équipe où un jour, ils ont une opportunité en or de faire un test, ben ils vont jamais être prêts, là. C'est pour ça que moi, j'ai dit à mes gars, je dis, guys, le jour là, que vous avez la chance d'avoir un téléphone, puis Andretti ou Penske vous appelle pour faire un test, là, ben appelez-moi, là, je vais vous donner plein de choses à faire parce que vous allez avoir l'air, tu sais, pas préparé, puis eux autres, là, ils s'attendent pas à vous donner de l'éducation. Eux autres, ils s'attendent que vous arrivez là puis que vous les épatez au niveau technique comme sur la piste. Mais juste sur la piste, si tu arrives là puis tu dis OK, good, merci, il est où mon siège puis il est où mon volant, puis tu embarques dans la voiture, mais tu t'es pas renseigné si quel genre de master de frein tu vas-tu prendre celui de Tony Kanaan, tu vas-tu prendre celui de Joseph Newgarden, parce que tu n'as peut-être pas la même jambe que ces gars-là, là. Puis si toi, il faut que tu pousses 1200 livres de pression, mais tu as une petite jambe faible, ben t'es bien mieux de faire rapetisser tes Master Cylindres parce que tu ne réussiras jamais à freiner comme eux. Puis là, tu n'exploiteras pas ton potentiel pour une picadille, là. Fait que t'es mieux d'arriver dans le shop puis de dire, OK, les gars, quel master vous utilisez? Je peux-tu m'asseoir dans la voiture puis peser sur la pédale à frein puis voir c'est quoi la pression que Tony Kanaan utilise? 1400, OK. Moi, j'ai quoi? 800. Ben, je pense pas que je vais être confortable de pousser bien plus que ça. Ça, c'est ma force. Est-ce qu'on pourrait ajuster les masters pour matcher celle de Tony? Ben là, quand tu commences à parler comme ça, quand ils vont mettre la voiture en piste pour tes tests, tu as une chance de bien paraître. Mais si tu fais pas ça, là, tu peux aller en piste, puis là, t'es bon, là, t'es super bon, t'aurais pu être bon, mais t'as l'air d'un maillet parce que il te manquait un peu de connaissances techniques pour amener la voiture à être prête pour toi. Mais parce que c'est pas fair, là, tu sais, t'embarques un jeune pilote là, de 17 ans avec une jambe grosse de même, puis il roule dans la voiture que Canan vienne de piloter, mais lui, il a une cuisse grosse de même, puis quand il appuie sa pédale à frein, il pousse comme un animal. Tu sais, pas Ça fair doit être pour toi. rassurant pour eux autres aussi, pour l'équipe, de dire ah, OK, le kid, il a bien fait ses devoirs parce qu'il pose les bonnes questions, il demande les bonnes choses aussi. Fait que tu dis OK, on a un kid qui est mature, si on veut, au Mais niveau tu de vois dans ça, l'expérience. là, ce que je viens de dire, là, il n'y a pas de trophée de plastique, puis il n'y a pas de drapeau à damier, là, tu sais. Parce qu'il y a tellement un monde de choses à essayer d'inculquer aux jeunes pour les aider, sont autres les Ouais. performances immédiates de la piste, tu comprends? Puis quand tu es trop, tu sais, comme un cheval de course avec des ornières sur le côté, puis tu es trop focusé juste sur la performance du week-end, Ouais. ben, tu mets de côté peut-être des choses qui vont être importantes pour le Fait que futur. toi, dans le fond, t'es un peu comme Monsieur Miyagi, là, qui C'est fait ça, j'allais dire, frotter, drette là. cirer, frotter, cirer. Il comprend pas pourquoi il fait ça. Tu sais, quand t'as une minute, tu vas comprendre un moment donné. C'est une très bonne analogie. Mais parlant de M. Miyagi, Ah, justement, ben, Colin, je pensais pas t'allais faire un lien avec puis M. Miyagi. c'est une question qui me vient de ma famille, mais de beaucoup d'autres, parce que tu sais, comme toi, tu dois recevoir un paquet de messages par Facebook ou peu importe de gens qui posent des questions sur le métier, le sport auto, etc. Un jeune qui ne veut pas nécessairement faire carrière en sport automobile, qui a des parents qui ne sont pas nécessairement fortunés, est-ce qu'il peut s'amuser régulièrement pendant un été en kart? Puis si oui, je sais que tu as le centre Tag e-karting, il y a beaucoup de pistes extérieures aussi. Ça serait quoi, mettons, pour un jeune qui veut rouler régulièrement, qui n'a pas un immense budget, tu l'envoies où? Tu le diriges comment, ce jeune-là? Ben, premièrement, moi, je préconise toujours de jamais pitcher un jeune dans la gueule du loup en pleine compétition. Tu as quelqu'un, mettons, qui veut jouer au football, right? Est-ce que tu vas l'envoyer dans la ligne de mêlée dans un tournoi final, peu importe la catégorie de football d'âge que le jeune est? Non. Tu vas commencer à le faire pratiquer, tu vas commencer à le faire toucher au sport. Donc, pour ça, c'est oui, tu as des pistes de karting extérieures. Nous autres, on opère la piste de Mont-Tremblant maintenant. On a des karts extérieures sur la même piste de course que les pilotes de compétition roulent avec leurs karts de compétition. Des karts qui roulent à peu près 85 km/h au bout de la ligne droite. En catégorie Briggs, c'est à peu près un 5 à 6 secondes plus vite qu'un kart de location. Donc,
c'est un step. Mais, tu sais, t'as les pneus qui sont beaucoup plus durs parce que c'est du rental. La machine est beaucoup plus lourde parce qu'il y a tout un carénage autour. Fait que c'est normal que la machine, elle soit plus lente. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas développer des aptitudes puis voir si tu l'as, tu comprends? Tu le sais, sur une piste de course, tu as des lignes, puis plus ta ligne est l'idéal, est parfaite, plus tu libères la machine à la sortie des courbes, plus tu vas aller vite, tu comprends? Fait que c'est une super de bonne option pour voir si tu es dans le game avant même de penser à aller te pitcher dans la gueule du loup. Puis ensuite, peut-être t'inscrire à des ligues de compétition où est-ce que tu as format pratique, qualification, Grand Prix, pour que tu sois dans le même environnement quand vient le temps de faire une course. Et puis après, ben, nous autres, on a des académies. Fait que tu as des différents cartes de différentes catégories. Ça commence du mini, Rotax senior. Puis là, tu peux essayer des cartes 2 temps. Puis tu peux venir, puis tu peux, ben, premièrement, les rouler pour voir c'est quoi un carte de compétition. Mais après aussi, de voir si tu où dans les temps avec un card comme ça entre les mains. Puis, tu sais, si tu aimes ça, ben, faut que tu vois que tu aimes ça parce que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Tu n'as pas quelqu'un qui va s'occuper de ton cœur. Il faut que tu ranges dessus. Il faut que tu le prépares. Il faut que tu t'en occupes. Il y a de la maintenance. T'sais, fait que moi, je dis tout le temps, tu englobes tout ça, là, quand les parents viennent me voir et me demandent, c'est quoi que ça prend pour un kid? Ben, la première affaire, là, c'est il faut qu'il accepte dans sa tête qu'il va travailler 85% du temps pour 15% d'amusement. Puis c'est ça en professionnel aussi, là. Tu travailles 85%, tu fais tes devoirs, tu remplis des rapports de 30 pages, de pré-course, d'après-course, tu as des rencontres avec les ingénieurs, tu as la marche de la piste, tu as de la simulation. Pour le peu de tours de piste que tu fais d'une fin de semaine de course, ben tu le sais. Écoute, même en Formule 1, tu regardes, pratique 12 tours. Deuxième pratique, 8 tours. Troisième pratique, 22 tours. Dire, après, il y a le Grand Prix. Les qualifs, c'est un tour à la fois pour un tour canon. Puis nous autres, en IndyCar, on avait les budgets, fait que les pneus étaient limités. Fait que des fois, la première pratique, on brûlait le premier 30 minutes parce qu'il fallait qu'on sauve des pneus pour la course. Fait que, tu roules pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup de millage. C'est 85% du travail. Puis là, après ça, tu as tout le côté commercial. Faut que tu es redevant envers les commanditaires. Il faut que tu ailles faire des conférences. Il faut que tu ailles rencontrer du monde, des séances d'autographes. On dirait que tu es partout, puis pas assez souvent dans la voiture. Fait que moi, je dis tout le temps aux parents, si le jeune accepte que c'est 85% de travail pour 15% d'amusement, OK, il peut commencer. Mais si c'est pas ça qu'il veut, ben il est mieux de commencer d'aller jouer à d'autres sports parce que les autres sports, au moins, tu es souvent dans le sport que tu veux pratiquer. Tu comprends? Les joueurs de hockey, là, sont sur la glace tout le temps. Tout le temps. Ils ont des patins, puis ils sont sur la glace, puis ils sont sur la glace. Puis après ça, ils ont comme 84 parties par année. Hey, t'en joues des games là, dans une année. Là. En course automobile, là, les courses, là, c'est comme un examen. Tu travailles constamment, tu as de la job, là, n'en plus finir, puis de la job plate, là, des fois, là, je veux dire, pas le fun, là. Puis là, tu t'en vas, puis là, tu as une course. Puis là, après ça, là, comme tu as 2 semaines d'ouvrage pour une maudite course, là. Fait que ça, c'est la première affaire que je dis que les jeunes doivent avoir, puis ils doivent comprendre que c'est comme ça. Puis si tu n'es pas fortuné, ben multiplie ça par 2 parce que toute la job de travail de gérance, là, ben, c'est toi qui vas la faire. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir un gérant qui va prendre 15% ou 20% de tes commandites parce que tu as besoin de tout l'argent nécessaire pour aller aux courses. Fait que tu peux pas... Il te ramasse 200 000 ou il te ramasse 1 million, tu vas lui donner 200 000. Ben, t'es 200 000 short parce que t'avais besoin de 2 millions. Fait que t'es encore short en payant un agent. Fait que là, t'es ton propre agent, t'es ton propre go marketing, tu fais tes propres présentations, puis là, t'es redevant de tout ce monde-là. Fait que, tu sais, va voir un gars là, qui veut jouer au hockey, là, puis il va lui dire, écoute, tu veux jouer pour les Canadiens de Montréal, là? Parfait. Fais-moi un chèque de 2 millions, là, puis tu peux embarquer sur ma glace. Le gars va te dire, non,
Tu veux que je mette les patins puis je reborde ton chandail? Donne-moi 2 millions, puis après ça, je vais venir jouer pour toi. Puis quand tu vas avoir besoin de moi pour faire des conférences puis des visites, ben c'est 25 000 $ la journée. En course auto, là, l'équipe va te dire tout est blanc. Le trailer est blanc, les chars sont blancs, l'équipe est blanche. Décore-la comme tu veux, mais amène-moi 2 millions. Puis plus tu montes, plus c'est cher. Fait que là, OK, mettons que tu le trouves, le 2 millions, ben l'équipe, eux autres, ils veulent juste leur chèque, là. Quand tu as été demandé 2 millions à du monde, là, puis tu as ramassé ton 2 millions, ben c'est toi qui es responsable, là. Fait que là, il faut que tu organises les rencontres à la piste, il faut que tu leur achètes des billets, il faut que tu leur donnes les accréditations, il faut que tu fasses des présentations, il faut que tu t'occupes du linge. Hey, écoute, là, t'en as de même, là, tu sais, par-dessus les oreilles. Fait que, tu sais, mais si t'as la passion, puis t'aimes ça, comme moi, là, je suis un maniaque drogué de la course, ben, t'acceptes ce genre de choses-là, puis ça fait partie de... Puis, puis même, comme au début, tu disais, puis c'est juste pour la pratique ou c'est juste pour faire quelques courses, moi, je trouve quand même qu'il y a assez à apprendre, puis il y a assez dans le sport auto qui peut t'amener quelque chose de vraiment unique. Parce que le jeune, tu sais, j'en coach encore des jeunes, puis tu sais, je parle au téléphone avec ces gars-là tout le temps, j'essaie de les aider au niveau marketing aussi. Ça ne veut pas dire je le répète tout le temps, là, ça ne veut pas dire que tu vas aller en Formule 1 ou que tu vas percer. Mais par le temps que tu as fini ton expérience, peu importe, tu vas être meilleur en marketing, tu vas être meilleur en affaires, tu vas avoir rencontré des gens, tu vas avoir serré des mains, tu vas être dans le milieu des affaires, tu vas t'être mis à plusieurs niveaux, parce que c'est pas juste tourner un volant qui est important, là. Parce que quand tu enlèves ton casque puis tu t'habilles avec ton veston et ta cravate, là, tu as un autre job à faire, là. Ouais. Fait que si tu te rends, mais si tu te rends pas, je peux te garantir que ça va t'avoir amené quelque chose dans la vie que tu vas pouvoir l'utiliser à un moment donné. Puis, regarde, tu t'en parlais au début. C'est un peu la course là, qui m'a donné la chance d'être en affaires aussi. J'ai rencontré des gens, j'ai serré des mains, j'ai jamais brûlé des ponts. J'avais un rêve d'être dans le karting, j'avais un rêve de faire quelque chose dans le monde du karting qui était au-delà de mes attentes. Puis ça m'intéressait pas de faire une petite piste avec des pneus, là, puis d'aller tourner en rond en 18 secondes. Ça a pris du temps, J'ai cassé la tête à un de mes partenaires, puis j'ai dit j'ai besoin d'un terrain, j'ai besoin d'un mini-meuble, puis tu m'aider, puis tu faire. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, les astres s'enlignent, puis boum, on lance un centre, puis grâce au centre, on était capable d'avoir une équipe de course, puis tout s'est enclenché. T'sais. Mais justement, le Taggy Karting, parce que c'est de ça dont tu parles à Sainte-Thérèse, là, c'est toi qui avais la vision déjà de. Parce que c'est un centre. Tu sais, je suis pas allé. Carl, t'es allé en fin de semaine passée, ça? Ben, c'était la fête à mon fils, 12 ans, en fin de semaine passée. Puis c'est là qu'on a été pour aller s'amuser en famille. Puis écoute, quel centre extraordinaire. Là. Moi, tu vois des photos, mais c'est un des rares endroits où est-ce que tu as beau avoir vu toutes les photos, tous les documents publicitaires. Quand tu rentres là, tu fais. Oh, OK. Là, il l'a sorti du stade, la balle. Là. Moi, je l'ai vu juste les photos, puis j'étais vraiment impressionné. Là, c'est quelque chose. C'était ta vision au départ? Comment c'est arrivé un peu plus business? Parlons business un peu. OK. Ben, pour te dire la vérité, je voulais être impliqué dans le monde du karting, mais je savais que juste faire une piste, c'est impossible. Parce qu'une piste, à ma vision, sur un plein pied, ça va prendre 150 000 pieds de bâtisse. Puis là, où on va mettre ça? Alors, quand les pistes multiniveaux ont commencé à faire leur entrée, ça, tout de suite, ça a attiré mon attention. Puis là, j'ai dit, OK, avec un pied carré qui est raisonnable, je pourrais me retrouver dans un centre commercial où est-ce qu'il y a de l'ambiance, il y a de l'action. Fait que l'emplacement est important. Il y a du walk-in. Mais quoi faire pour... J'ai souvent fait des événements corporatifs avec des commanditaires dans des pistes de karting, puis il y avait une machine distributrice avec une Kit Kat, puis un Humpty Dumpty, puis une bouteille d'eau, pas fort. Fallait que j'appelle un service traiteur, whatever, Fait que dans ma tête, là, je me suis dit, OK, si j'ai la chance de tomber sur un emplacement, puis qu'on peut faire une piste multiniveau qui a quand même une très bonne grandeur, où ça va tourner autour de 40 secondes autour,
est-ce qu'il faut mettre d'autres choses? Fait que là, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs, j'ai commencé à regarder à travers le monde. Puis là, ben, j'ai vu des emplacements où est-ce qu'il y avait de la restauration, il y avait du bowling, du lancer de la hache, il y avait du laser tag, de la réalité virtuelle, puis des salles corpo pour du team building, ainsi de suite, des parties de Noël. Puis j'ai dit, OK, ben là, si je peux mettre ça tout ensemble, mais qu'au lieu de faire ce que les autres ont fait, puis que quand les gens vont rentrer dans l'immeuble, ils ne verront pas le karting parce que tout ce qu'ils veulent, il y a une piste de karting pour les gens qui veulent faire du karting, mais c'est comme un grand casino, puis le karting, tu ne le vois pas. Moi, je voulais mettre le karting à même l'immeuble, pour que le monde puisse, de la mezzanine, voir la piste en plongée. Fait que là, avec un 45 000 pieds puis 20 000 pieds de mezzanine, ça fait comme 65 000 pieds d'amusement. Ben, il a fallu mettre le restaurant en haut, le bowling en haut, le laser tag entrée en haut, puis faire l'aréna de laser tag en dessous de la piste pour capitaliser sur chaque pied carré, parce que la piste, elle passe en haut, puis tu as ton aréna de laser tag en dessous, fait qu'on perd aucun pied carré. Puis là, pour faire ça, ben, ça prend des gens qui sont top en immobilier, puis qui sont dans le monde de l'immobilier, parce que, je suis dépendant, là, j'ai besoin d'un terrain puis d'un emplacement. Après ça, ça prend du monde, dans l'entertainment, qui connaissent un peu l'entertainment pour avoir une expertise, puis dans la restauration. Puis là, ben, j'étais devenu ami avec le président de Saint-Hubert, puis là, ben, il est partenaire avec moi aussi dans l'entreprise, puis son expertise au niveau de la restauration fait qu'on est capable de donner un service, puis quelque chose de plus que les gens ne s'attendaient pas dans le monde du karting. Ben, d'ailleurs, on est loin du pogo et du hot dog, là, on va se le dire. Hein. Oui, mais tout ça pour la simple et unique raison que j'avais envie d'avoir la haute gamme du karting. Donc là, les cartes qu'on a, ils coûtent à peu près 20 000 la copie, OK? C'est des cartes avec pas de frein arrière, frein avant, différentiel KERS comme en F1, 2 moteurs, un par roue, 2 batteries de 100 mAh chaque côté, fait que les cartes sont hyper balancées. Puis la grosse piste là, de fou. Mais là, tu peux pas te permettre ou tu peux pas te justifier ça puis que tu ailles juste du karting, ça marchera pas. Ton pied carré, il est pas assez rentable pour te permettre de péter une coche puis de dépenser en malade sur le karting. Ça prend un taux de rétention. Que les gens viennent ça prend du revenu au pied carré, tu comprends? Ouais. Fait que le revenu au pied carré a donné la justification de pouvoir s'investir dans le haut de gamme du karting. Tu comprends? Fait que, puis j'ai eu besoin de partenaires pour le faire. Puis en mettant toutes ces visions-là ensemble, puis toutes ces connaissances-là ensemble, ben on est arrivé à un produit comme tu vois là. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. On va rajouter des attractions. On a l'intention de faire une salle de simulateur. On a l'intention de faire une autre salle, une aréna de VR encore plus poussée pour une expérience. C'est que tout ça, c'est pour qu'on puisse se justifier la grosse dépense du karting, on est tous passionnés de course, tout ça, mais pour le faire, ça prend le reste qui vient avec. T'sais. Mais ton Taggy Karting à Sainte-Thérèse, ça prend combien de temps de ta semaine ou combien de pourcents de ta semaine en termes de travail? Si on veut? Ben, ça dépend des temps de l'année. Ouais. L'hiver, je te dirais moins. On a une super de bonne équipe là, qui s'en occupe. On a un directeur général incroyable. On a vraiment notre staff d'admin est vraiment le top qualité. Puis en ce moment, là, j'ai été quelques fois, puis j'adore les employés qui sont là. Puis je sais pas si c'est parce que les gens aiment ça, je sais pas si c'est l'environnement ou quoi, mais on a vraiment du bon monde. Fait que moi, la manière que je l'évalue, c'est quand je demande aux clients de façon sporadique, ben, tout le monde dit ils ont aimé l'expérience, ils ont aimé. C'est pas parfait, ça peut toujours améliorer, mais j'imagine que c'est à cause de notre staff, en prime abord. Puis, quand l'été arrive, c'est là que ça commence à devenir plus intense parce que je m'occupe beaucoup des commandes en Italie pour l'équipe de compétition. L'équipe de karting, tous les jeunes veulent tout embarquer sur la piste dès qu'il n'y a plus de neige sur la piste. Donc, je suis en contact avec l'Italie pour ça. La préparation, ça me demande beaucoup de mon temps. La saison d'été,
c'est des commanditaires. Fait que ce soit des commanditaires pour la course ou que ce soit des commanditaires à bord du tag karting, c'est un peu la même chose. Je fais beaucoup de présence aussi. Des fois, il y a des conférences, des gens qui me demandent ma présence, s'ils veulent que je sois là, aller leur dire bonjour. On a fait des dons à des fondations, aller porter des sous signés, aller rencontrer des gens qui ont acheté des prix durant des fondations aussi. Fait que, tu sais, c'est du back and forth, Ouais. mais j'opère pas, là. C'est pas moi qui opère Non, le je comprends. centre de façon journalière. Mais des fois, il y a des projets qui me demandent beaucoup de temps. Puis des fois, on dirait que c'est condensé dans des périodes où Ouais, est-ce ouais. que tout qui m'arrive en même temps. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta job aujourd'hui, dans tes jobs aujourd'hui? Écoute, je vais te dire de quoi, puis je ne sais même pas, je vais le dire, mais tu sais, des fois, dans la course, là, moi, j'étais pauvre, OK? Fait que je sais c'est quoi pas avoir d'argent, puis je sais c'est quoi avoir une voiture dans le trailer, puis la voiture, elle veut pas sortir du trailer parce que le propriétaire, il dit, si tu me donnes pas le chèque de 15 000, là, tu sais, le char reste parké dans le trailer. Donc, pour moi, c'était la commandite, OK? Mais la commandite, d'aller cogner à des portes puis d'aller me vendre, ça m'a amené à faire des rencontres d'affaires qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Puis, je suis devenu bon là-dedans. Tu sais, je suis devenu bon. Écoute, je me suis fait offrir des jobs dans des compagnies au marketing. Puis, je veux pas travailler pour quelqu'un, là, mais tu sais, je m'aperçois que j'ai des bonnes idées, puis je suis un peu un visionnaire là-dedans. Puis des fois, à cause de ce que j'ai vécu, je pourrais faire sortir les compagnies de certaines euh, patterns qu'ils Ouais. ont confortables. Mais tu sais, en ce moment, j'essaie de le faire pour moi avec les moyens que j'ai. Mais j'aime ça. Donner un coup de main aux jeunes aussi pour les voir s'épanouir, ça serait aussi quelque chose que, avec, mettons, plus d'argent personnel, je pourrais, tu sais, comme prendre 365 jours de congé par année, puis juste me concentrer à essayer de donner un coup de main à des jeunes, puis au lieu qu'ils se cassent le basic, puis qu'ils aient des challenges que moi j'ai eu à surmonter, peut-être leur donner un coup de main, mais de mettre en place des projets, de penser au deuxième Taggy Karting, d'ouvrir un autre centre, d'opérer la piste à Tremblant, de l'amener à un autre niveau. C'est ça que j'aime de ma job. Je ne serai jamais capable d'être un gars qui va faire du 8 à 5. Puis j'ai la tête plein d'idées, puis il faut que je me contrôle parce qu'il faut que je fasse avec mes moyens, tu comprends? Parce que si j'avais des moyens illimités, là, oh my God, On, ça serait on la en a un comme folie. toi. Je te présente Pat Denis. On en a un comme toi ici. S'il y avait les moyens illimités, je pense que ça n'arrêterait jamais, là. Ouais, ça serait impressionnant. Mais je t'ai entendu Ça, aussi. la gear, elle spin tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai entendu de quoi de ta part quand j'ai écouté une couple de trucs que tu as fait récemment. Puis tu parlais du NASCAR parce que là, tu parles du kart, mais ça, c'est à travers ta vie que tu courses toi-même encore, évidemment. Fait que ça arrive Ouais. comme une tonne de briques. Puis tu as dit un affaire que j'ai trouvé vraiment. J'aimerais que tu le dises dans tes mots, mais tu disais que tu vas continuer à courir tant si longtemps que tu n'es pas capable de faire shiner la discipline par elle-même, puis que tu as besoin que ton nom soit dans le body du char pour attirer des sponsors. Puis ça, je trouve ça, ça démontre, puis ça vient un peu en corrélation avec ce que tu viens de dire par rapport à l'idée de donner des trucs aux gens pour qu'ils réussissent à faire monter de quoi. Puis je trouve ça hot que tu fasses ça. Ben écoute, le NASCAR, je trouve que pour moi, c'est le V8 Supercar de l'Australie, pour nous. C'est une catégorie au Canada qu'on a sous la main, qui est assis sur un show de télé 1 heure avant les courses de COP, soit à RDS ou soit à TSN. Il y a toutes les pièces du puzzle de cette catégorie-là, mais elle a été hyper mal gérée. Puis là, je suis rendu à une place dans ma carrière où je n'ai pas besoin d'être gêné, de dire ce que j'ai à dire. Elle a été mal gérée, cette série-là. Ils ont toujours voulu la mettre comme un tremplin pour aller ailleurs. Puis les gens l'ont regardé comme une série de merde, contrairement à ce que en Australie, quand les gens sortent du karting, tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller courir en V8 Supercar. C'est leur rêve.
Le reste viendra si ça arrive. La Formule 1, ça arrive pas, c'est pas grave. Le NASCAR, ça arrive pas, c'est pas grave. Mais le V8 Supercar, c'est leur catégorie. Ils ont réussi à faire shiner cette catégorie-là tellement que tu as des compagnies du US qui veulent aller commanditer dans ces voitures-là. Tu as un propriétaire comme Penske qui s'est investi dans une équipe en Australie. Et je te dirais même que si tu regardes les budgets australiens, là, à 2,5 millions la copie, là, ils ont 25 millions d'habitants. Je connais très bien l'Australie. Ma femme, ça fait 22 ans que je suis marié avec, c'est une Australienne. Je l'ai rencontrée là-bas. Puis, ils ont 25 millions d'habitants. Fait qu'il n'y a personne qui va me faire à croire qu'ils vendent plus de boissons énergétiques en Australie qu'on vend au Canada. Là. On a plus de dépanneurs par capita qu'eux, ils ont. Donc, tu sais, tu as des grosses villes, mais après, là, tu sais, tu as du désert, là. Tu sais, tu as pas mal, t'as pas grand-chose, là. Tu as du kangourou en masse, là. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que tu as un grand pays, 25 millions d'habitants, tu as une catégorie qui justifie des compagnies par leurs états financiers de vente de mettre 2,5 millions dans une voiture. Nous autres, on est 38 millions d'habitants, puis tu as de la misère à aller chercher 400 000 pour une catégorie qui court à travers le Canada. Ben, je suis pas mal persuadé que les compagnies de boissons énergétiques ou autres, sans nommer des noms, pour pas faire de la pub, ben, à même titre que l'Australie, leurs états financiers est pas mal plus haut qu'eux autres. Mais pourquoi qu'eux autres décident de mettre ce genre d'investissement-là? C'est parce que la catégorie est en demande. Les jeunes veulent courir là-dedans. Les manufacturiers veulent être là. Ils ont créé un buzz. Puis autour du buzz, ben, les compagnies disent ben, ça vaudrait la peine qu'on investisse là-dedans. Tandis que nous, ils regardent ça puis ils disent bon, ben, on peut être à la télé, puis on peut être dans le golf, ou on peut être sur les bandes du Centre Bell, ou on peut. Mais la vraie vérité, c'est que le sport automobile, il y a quelque chose de vraiment unique quand tu vends ça bien comme il faut. Parce que quand tu es un ambassadeur de marque, là, puis tu vas voir une compagnie, puis tu leur dis, ben, je veux être votre ambassadeur. OK. C'est une personnalité publique. Ils vont dire, OK, ben, tu vaux, par rapport à ce que tu vaux, ton statut, whatever, ça peut être 150 000, 200 000. Ils vont dire, OK, je te fais un chèque de 200. Merci. Mais là, comme ça arrive tout le temps, l'agence va dire, bon, mais là, pour capitaliser sur votre dépense de 200 000, il va falloir qu'on fasse une pub avec cet ambassadeur-là. Fait que là, l'agence, elle est super contente parce qu'ils vont faire cracher un autre million de dollars à la compagnie parce que ça va être du placement de médias, puis ça va être un tournage de commercial qui va passer à la télé, puis après ça, il va falloir que tu le places à la télé, fait que ça coûte, puis c'est eux qui vont être en charge d'acheter le placement de médias, tu comprends? Fait qu'ils vont faire encore du 15 % sur ton autre dépense du million. Fait que ça coûte cher. Tandis qu'en course auto, ben, l'ambassadeur, c'est le pilote. Puis le pilote, il vient avec le char. Puis lui, si tu t'assois, puis tu fais juste dire, ben moi, je veux pas investir dans une campagne de pub avec ce gars-là, ben, la campagne de pub est faite par la série, la campagne de pub est faite par la voiture, est faite par l'équipe, est faite par les courses que lui fait à la télévision. Puis sans dénigrer personne, mais si tu prends je veux pas te dire, si tu prends un athlète, là, mettons, là, qui joue pour une grosse équipe, là, okay? Puis il peut pas porter le chandail, puis il peut pas porter le logo, là. Puis là, tu te dis, ben, on va l'engager, lui, là, pour qu'il soit notre ambassadeur. Ben, il portera pas ton brand, là, pendant ces parties, là. Fait que pour capitaliser sur la signature que tu viens de faire avec ce gars-là, il faut que tu mettes une campagne de pub derrière lui. Au même titre qu'une personnalité publique, au même titre qu'un acteur, tu sais. Tu vas chercher Tom Cruise là, pour faire une publicité avec Hugo Boss, là. C'est pas le 5 millions ou le 10 millions qui va te coûter qui est cher. C'est le 50 millions de campagne de pub qui va coûter une fortune pour le mettre sur des billboards à New York puis pour faire des annonces à la télévision qui va passer sur les réseaux américains. Le petit 10 millions là, pour avoir accès à son image, là, c'est un pet, mais c'est la campagne qui vient avec. Mais si tu le fais pas, le chèque de 10 que tu lui as donné, il te donne rien, là. Lui, il va faire ses films, il va faire ses affaires, puis
il n'y a personne qui va savoir que Tom Cruise est commandité par Hugo Boss, tu comprends? Tandis que le sport automobile, il t'amène une dimension différente, mais ça nécessite que les gens au marketing fassent des activations avec le sport, tu comprends? Puis là, ben, tu deviens quasiment en compétition avec les agences parce que tu peux donner un clé en main à un commanditaire. Fait que, ceci étant dit, moi, je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose qu'on est capable d'avoir avec la série NASCAR qui est unique. On l'a, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers et penser que c'est rien. Moi, je pense que cette catégorie-là, si elle avait été gérée différemment, puis aujourd'hui, avec Alan Labrosse à bord de la série comme président, je pense que ça va changer. Mais on aurait pu avoir des Patrick Carpentier, on aurait pu avoir des Paul Tracy qui viennent courir en NASCAR Canada, à même titre qu'ils ont au Brésil, puis partout dans le monde. Mais ils ont voulu gérer cette catégorie-là comme un tremplin. C'est pas une catégorie de tremplin, c'est une catégorie en tant que telle. C'est la catégorie canadienne où est-ce que si tu veux te confronter contre des top pilotes, ben va-t'en là. Ça veut pas dire que tu veux rêver juste à ça. Tu peux avoir d'autres rêves, mais en faisant ça puis en la dirigeant de cette façon-là, ça va faire monter l'engouement autour de la catégorie. Puis tranquillement, pas vite, des manufacturiers vont vouloir embarquer. Puis tu sais, je l'ai dit à Alan, mon point de vue, les manufacturiers, là, ben, donne-leur la chance de rentrer sans un sou. Là. Fais des carrosseries de Toyota, de Hyundai, de Kia, de Ford, de Chevrolet. Puis dis, vous voulez embarquer en NASCAR, ben, vous avez le choix de ces 8 carrosseries-là. Puis faites ce que vous voulez avec. En autant que le logo soit là, puis en autant que vous faisiez de la promotion pour le manufacturier. Ben, cet engouement-là, là, que ça soit à l'échelle d'un concessionnaire, d'une région, tranquillement, pas vite, ça va faire boule de neige. Mais tu sais, si tu agis comme, tu te pètes les bretelles, puis tu dis à Toyota, excusez-moi, si vous voulez rentrer en NASCAR Canada, ça va vous coûter X. Puis t'es pas là du tout pour demander ça, ben, ils vont dire, non. Puis là, tu te retrouves, tu sais, à pas faire monter la série aussi vite qu'elle pourrait, tu comprends? Puis qui en... C'est qui? Quand je disais tout ça, là, puis, tu sais, regarde, aujourd'hui, on fait un podcast, tu vois ce qui pogne. Les gens, là, veulent être à l'écoute de Drive to Survive. OK? La Formule 1, là, ça coûtait 400 millions avant, là, faire une saison de Formule 1, 500 millions. Là, à cette heure, les budgets sont rendus autour de 140, 150 millions. Puis là, c'est la Formule 1 là, a monté là, en flèche. Puis là, c'est l'entertainment, là, le Drive to Survive. As-tu vu c'est quoi qu'il y a eu dans les derniers épisodes de Drive to Survive? C'est même plus c'est même plus les pilotes, la rivalité entre les pilotes, c'est la rivalité entre les directeurs d'équipe. Puis, mais ben, ça devient des personnages. Ça devient des personnages. Nous autres, on a ça. On n'a pas besoin de montrer des chars de course virés en rond pendant 250 tours. Prenons l'heure de télévision qu'on a, puis faisons un 15 minutes de réalité, de lifestyle à l'intérieur de notre show de télé, tu comprends? Tu développes le brand. Oui, ça va pas arriver demain matin, mais moi, je me suis cassé le bicycle, je me suis fait pointer du doigt dans des meetings, le monde disait « Oh, man, ça va pas profiter moi, là. » Moi, là, à l'âge que je suis rendu, là, c'est des gars de 16, 17, 18 ans qui vont en bénéficier dans leur carrière si la catégorie fait un saut là, périlleux de tous les temps, tu comprends? Fait que, mais ça va prendre un peu de temps, mais c'est pour ça que je disais que on a quelque chose de bon entre les mains, puis il faut juste être capable de maximiser ce qu'on a, puis de ne pas s'asseoir sur nos lauriers. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire des fois? Puis si on veut protéger le sport automobile, ben on l'a vu là, avec la F1 un an, là, on jouait au tough, là, puis on disait à Bernie Ecclestone, ben non, on veut pas te payer 7 millions de dollars là, pour ta course, on n'a pas besoin de toi. Ben, t'as vu que perdre la course un an, là, le monde a capoté là, au centre-ville. Là. Les sources de revenus en hôtellerie, en restauration, quand la Formule 1 débarque, là, c'est une injection de centaines de millions dans l'économie. Puis là, tout d'un coup, on est retourné à la table de négociation.
Puis là, on a payé 14, puis on a dit, c'est le meilleur deal du siècle. Ben, tabarouette, à 7, là, c'était quoi de bord? ça fait pas de sens, tu sais. On dirait qu'il faut tout le temps se brûler pour savoir que c'est chaud. Mais quand on, tu sais, combien de villes ou de pays dans le monde courent après la F1 pour avoir la F1? Nous autres, on l'avait. Il fallait justement pas jouer avec le feu. Là. C'est un peu ça. Je pense qu'on a une tradition de course automobile qui existe depuis beaucoup, beaucoup de temps. On a la piste de Mont-Tremblant. Il y a eu des courses des Villeneuve à 100 heures. Le Grand Prix de Trois-Rivières encore. Il y a eu des pilotes qui ont lancé leur carrière là dans le temps de Gilles, Jacques, ainsi de suite. Puis ça dure encore. C'est juste que on a tendance des fois peut-être un peu à s'asseoir sur nos lauriers puis jusqu'à temps que peut-être on perde qu'est-ce qu'on a, mais il ne faudrait pas. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai fait ces commentaires-là, finalement. Avant de parler de ta fin de saison puis de s'approcher vers la fin de l'entrevue, j'aimerais ça amener 2 petites anecdotes de sport auto avec toi. Je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue à propos d'Indianapolis il y a des années au circuit ICAR. Puis tu m'avais parlé de la différence entre rouler à Indy les estrades vides quand tu fais tes premiers essais, puis arriver au départ de la course, les estrades bien pleines. Pour les gens qui sont pas capables de figurer, parle-nous de la vitesse que ça roule à la piste, parce que tu as quand même fait la pole à Indy, ce qui est quand même extraordinaire d'avoir un Québécois qui réussit ça. Mais parle-nous de l'expérience puis du feeling dans l'auto. 1, de réussir la pole, puis 2, l'espèce de différence épouvantable que ça fait visuellement sur le circuit quand les estrades sont pleines. Ben, écoute, premièrement, vite comme ça, écoute, c'est rouler à 100 km/h sur une autoroute à 3 voies, avec pas beaucoup de trafic, tu sais, et rouler à 100 km/h dans un petit chemin de campagne, là, tu sais, où les arbres touchent à tes miroirs. Tu sais, le 1-0-0 est toujours marqué dans le cadran, puis la voiture voyage toujours à la même vitesse. Mais tes yeux te donnent l'impression que tu roules à 200 quand tu es dans le chemin de campagne, puis quand tu es sur l'autoroute à 3 voies avec 2 voitures autour de toi, là, puis pas de voiture à 1000 à la ronde, tu as l'impression que tu peux ouvrir la porte puis courir à côté de ta voiture si ça fait déjà comme 30 minutes que tu roules à cette vitesse-là. Parce que là, il a tendance à s'habituer à la vitesse, puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, tu deviens très confortable à cette vitesse-là. Puis d'ailleurs, c'est une des choses pourquoi en Europe, il y a des pays qui rapprochent la distance entre les pointillés sur l'autoroute pour te donner l'impression que ta vitesse est plus vite que qu'est-ce qu'elle est vraiment, garder l'attention des conducteurs que de mettre des grandes distances entre les lignes pointillées sur l'autoroute. Peu importe. Ce que tu me demandes, c'est juste qu'à Indianapolis, quand tu roules la semaine, parce que c'est une semaine de préparation avant la qualif, tu as des estrades qui peuvent recevoir 300 000 personnes. Puis, tu sais, dans la semaine, c'est quand même vide. Là, on roule de 11 h le matin à 5 h le soir. Et ben, quand tu arrives et tu roules sur la piste, à un moment donné, tu sais, toutes les estrades là, qui sont comme vraiment très inclinées, ben, tu vois au travers la clôture, puis ton œil, il voit large. Puis de côté, tu n'as pas l'impression d'être dans un tunnel. Mais après la qualif, durant la qualif, il y avait peut-être 150 000 personnes, mais ça a l'air encore vide à Indianapolis. T'sais. Il y a presque un demi-million de personnes, au milieu, puis tout le tour. Et puis, quand je suis arrivé sur la grille de départ avec ma femme, je regardais, là, puis j'ai fait comme, man, la track est donc bien petite. Fait que là, je me suis assis dans la voiture après l'hymne national, puis on est 3 de large, tu sais, fait que, puis je regardais le virage 1 au loin, avant qu'on parte les moteurs, puis là, écoute, c'est plein, là, il n'y a pas une place de vide, mais c'est comme l'angle des personnes dans les estrades est très incliné, fait que ça fait comme très, très haut, puis là, la piste, là, j'avais l'impression là, d'être dans un tunnel. Il y avait du monde à gauche, il y avait du monde à droite, il y avait du monde en avant de moi. Je te dis, tu avais l'impression d'être dans un tunnel. Fait que quand on est parti, là, écoute, quand ils ont donné le départ, là, le premier tour, là, je te dis, j'avais l'impression que je roulais là, 450 km. C'était malade. On roulait pas loin de 400 pareil, là, mais le visuel que ça te donnait, c'était
tout était serré. Les murs, tu avais l'impression que les murs étaient ici parce que tu avais l'impression que le monde approchait toute la piste vers toi. Ah ouais. Puis l'autre affaire à Indianapolis qui est assez spéciale, c'est que, tu sais, quand tu arrives sur une piste comme Texas, Miami, t'as beaucoup de banking, tu sais, t'as 28 degrés de bank, là. Fait que la piste est tellement inclinée que quand les camions les pick-up viennent aider des voitures qui sont en accident, ils vont se stationner comme en 45 parce que s'ils se mettent comme ça, le camion risque de débouler parce qu'il y a trop d'angles. Mais Indianapolis, là, t'as 11 degrés au grand maximum dans la courbe, puis 9 en entrée parce que c'est les lignes droites. Je te le dis, là, à 400, là, on dirait que la piste est flat, là. Il n'y en a pas d'angle, là. Zéro, là. On dirait que tu es sur une patinoire, OK? Puis quand tu t'en viens, là, ce qui est fou, c'est que quand tu es sur un ovale standard, quand tu rentres dans la courbe, peu importe où tu es dans la courbe, en entrant, au milieu, tu as toujours un angle d'à peu près 45 degrés avec le mur de ciment parce que c'est un grand, grand, grand rayon de courbure. Mais à Indianapolis, là, c'est un rectangle. Fait que c'est 4 virages de 90. Fait que quand tu t'en viens en ligne droite, là, le mur, là, il est dans ta face. Okay? Ce que tu n'as pas dans un ovale régulier. Quand tu rentres dans l'ovale régulier, on dirait que tu as toujours le mur à tes côtés. Le mur, tu ne le vois jamais de face parce que quand tu rentres en courbe, on dirait que tu es toujours comme parallèle au mur. Ouais. Mais à Indianapolis, quand tu t'en viens, là, puis la piste, elle mesure 2000 de long, fait que la ligne droite du 4 au 1 puis du 2 au 3, tu as le temps de le regarder le mur. Fait que quand tu le vois arriver, tu as le mur dans ta face en 90 degrés, puis la piste, avec peu d'inclinaison, est plate. C'est comme si ça tourne comme ça. Fait que c'est très, très... les premiers tours que tu fais, là, on va dire de quoi, là, c'est pour ça qu'Indianapolis, ils font comme le rookie Experience Day, là, quand tu es rookie, tu n'as jamais viré là, ils te donnent la chance d'aller faire comme une vingtaine de tours pour t'apprivoiser à la piste, puis les distances, puis les vitesses. Parce que tu te dis, là, quand tu vois le mur arriver dans ta face, là, tu te dis, hey my God, je rentrais. Puis là, tu pars des puits, là, tu sors des puits, fait que là, tu arrives, puis là, t'es comme, tu regardes le cadran, puis tu te dis, man, il me manque une gear. Fait que là, tu mets la 6e, puis dans le temps, on avait 7 vitesses. Puis là, tu te dis, my God. Fait que là, tu reviens au puits, puis là, les gars, ils disent, OK, you need to step up the pace because, tu roules 200 000 à l'heure. Mais là, il faut que tu rentres dans le coin à 2,40, là. Parce qu'à 200, là, c'est pas vite, là. Fait que là, tu te dis, comment ils vont faire pour faire le coin? Comment que la voiture va pouvoir tourner comme un 80, comme un coin de rue? C'est impossible. Puis là, tranquillement, pas vite, tu as confiance dans la voiture, puis là, tu commences à la sentir, puis tu fais des choses, là. Mais c'est aussi une piste qui demande énormément de respect parce que tu t'ambitionnes à un moment donné. L'ovale, tu essaies de trimer l'auto au maximum, tu essaies d'enlever plein d'ailerons. Puis là, tu regardes tout le temps ton temps, puis il n'est pas évalué en tours à la seconde, il est évalué en miles per hour, en 1000 à l'heure au tour. Fait que là, tu regardes, tu dis, OK, je suis premier à 238 000 à l'heure ou 232 000 à l'heure, mais l'autre, il est 231,9. Fait qu'il m'en manque. Fait que là, tu continues à réduire. Mais là, après ça, quand la voiture elle a moins d'appui, là, il faut que tu commences à regarder les windsocks, là, les affaires oranges, comme quand dans les aéroports, là, c'est des chaussettes là, coniques. Pour le vent, là. Pour le vent, fait que là, quand tu t'en viens dans le coin 1, mais si le windsock est perpendiculaire à toi, c'est pas le fun, là. Quand tu vas rentrer dans le coin 1, là, la voiture, elle va être tout croche. Puis s'il est face à toi, ben, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de devant. Puis s'il est dos à toi, ben, la voiture, quand tu vas rentrer dans le coin, ben, elle va pousser du nez. Fait que là, dans la voiture, il faut que tu joues avec ton wayjacker, tes barres stabilisatrices, pour être sûr que les virages sont faits par rapport au vent. Mais vu que c'est un rectangle, tu n'as pas un virage que tu as le même angle devant. Fait que tu es tout le temps en train de jouer avec la voiture. Puis durant le... Tu sais, c'est pour ça que des fois, je fais rire les gens. Je dis, tu sais, quand tu arrives à Indianapolis, là, vu qu'ils savent que le premier week-end après la semaine de pratique, c'est la pole, tu espères quasiment pas être vite dans les premiers jours. Pourquoi? Parce que l'ingénieur, là, ils ont assez de télémétrie. Là, ils vont dire,
OK, si on embarque en piste avec ce niveau d'aérodynamisme-là, puis l'aileron à 8 degrés d'angle, je pense qu'on devrait atteindre 225,5 milles à l'heure de moyenne. Si on est en dedans de 225,5, 225,2, on va travailler pour la qualif. Puis là, quand toi, tu vois 225,2, ben là, tu sais que faut que tu travailles pour la qualif. Mais pour la qualif, ça veut dire trimer le char, puis pas être confortable. Là. Ça veut dire que pendant la semaine, là, tu vas avoir les fesses là, serrées toute la semaine. Tandis que si ton char fait 223,8, tu n'as aucune chance d'espérer de faire la pole. Parce que là, soit qu'il te manque de moteur, soit que ton aérodynamisme n'est pas bon, soit que ta voiture n'est pas assez free. Fait que toute la job qu'ils ont faite dans les cardans, dans la transmission, dans les uprights, dans les bearings, c'est pas encore assez free. Donc, tu n'as aucune chance. Puis quand je te dis aucune chance, ça veut dire que quand le gars va mettre moins 8 degrés d'aileron, toi, à moins 8, là, t'es 2000 à l'heure moins vite que lui. Fait que tu ne te permettras jamais d'aller à moins 10, tu vas te casser la face. Mais quand il te dit on a la chance de travailler pour la pole, ben là, tu vas pas mettre l'aérodynamisme en malade, puis tu vas mettre les tanks pleines d'essence pour faire des runs full. Tu vas travailler juste pour la qualif. Fait que là, quand tu es en mode qualif, là, t'es comme. Man, t'es comme sur des œufs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, le char, il est à risque, là. Tu sais, quand tu as une équipe, nous autres, on avait une voiture, on n'a pas de backup, là. Tu mets le char dans le mur, tu t'en vas à la maison, là, c'est fini, là. Tu sais, t'as pas 50 spares là, derrière toi, là. Fait que, tu sais, l'équilibre entre le gars, il arrive, il embarque sa radio, puis il dit Alex, il dit, we're gonna go -3 on the rear wing. Are you sure about that? Yeah, we need to try. Puis là, si tu ne l'essayes pas, puis là, tu n'es pas willing de l'essayer pour savoir si la voiture elle a une carence ou pas, ben il peut pas te l'ajuster. Fait que tu vas contre ton gré. Tu as quasiment le goût de dire, ben toi, tu l'essayes, 3 moins 3, vas-y donc, toi, ça a Ouais, c'est ça. Mais là, tu n'as pas le choix, de le rendre heureux pour l'essayer parce qu'il faut qu'il regarde si l'auto est capable de le prendre, puis où est-ce que la hauteur va se retrouver à moins 3, moins 4, moins 5. Mais, tu sais, quand tu es à plus 8, l'auto est écrasée, puis quand tu es à moins 8, l'auto lève. Fait que lui, il faut qu'il compense pour la baisser plus basse que où est-ce qu'elle va être quand tu vas rentrer dans le coin 1, tu comprends? Fait que c'est pour ça que la voiture, elle spark en malade, elle touche à terre, puis là, plus tu vas vite, plus le spark arrête. Puis il faut pas qu'elle spark trop parce que sinon, ça te ralentit aussi, là. Tu sais, tu as un frottement. Fait que là, lui, il va la baisser, mais il va la baisser pas au maximum parce qu'il dit, moi, je veux que la voiture, elle soit pas draggy, tu sais, qu'elle soit pas, qu'elle ait pas de friction. Je veux qu'elle ait le moins de friction possible. Mais toi, tu le sais que si tu arrives dans le coin et elle est comme 3 mm trop haute, ben, elle va comme donner un snap, puis après ça, là, regagner cette confiance-là, c'est pas tellement facile. Fait que c'est pour ça que c'est un peu contradictoire de dire je veux être vite, mais quand tu débutes le mois de mai, puis la première journée de pratique, t'es vite, tu fais comme oh shit, là, on va travailler sur la qualif. Fait que là, t'as une semaine avec pas de downforce, puis là, c'est pas le fun. Tes fesses sont serrées pendant toute la semaine. On Ça, a pour tout le les temps pour une petite dernière? Une dernière question. J'ai une ben, question aussi, moi. Pour bon, les ben, chacun une dernière, Ouais. puis après ça, on passe à entre 4 roues. On a un autre Pour segment les après, néophytes Alex. de course, tu as juste tout ça pendant que tu roules à 3,60 sur ton volant, là. C'est ça? Ouais. Je sais que c'est débile. Vous avez le temps de faire ça. tu sais. Sur le volant, tu as plusieurs boutons, là, évidemment. Mais les deux plus importants quand tu es sur un ovale, c'est le weight jacker qu'on appelle. Fait que ce que ça fait, c'est que tu as comme une espèce de petit vis hydraulique qui va visser le ressort arrière droit. Puis quand il va le visser, il va mettre beaucoup de pression sur la roue arrière droite, puis il va mettre de la pression sur la roue avant gauche. Fait que quand ta voiture, elle est sur les balances dans le garage, puis tu joues avec ça, tu vois les poids changer. Fait que, mettons, quand tu es au neutre, tu as, mettons, en avant, tu vas avoir, mettons, 390 livres, 390 livres. Quand tu vois 350 à droite, puis tu vois 410 à gauche, la voiture, là, elle veut rentrer dans le coin comme super agressivement. Quand tu mets 410 à droite, puis 350 à gauche, la voiture,
veut sortir. dans le même environnement, elle va aller tout droit, elle ne va pas tourner. Fait que, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu as cette capacité-là de pouvoir jouer avec ça, c'est que dès que tu vois que ton windsock il est vertical, ça veut dire que tu es 11 000 à l'heure de vent. Quand il est comme ça, puis il flotte comme ça, tu es en bas de 11. Quand il est comme ça, tu es à 11. Si tu vois le windsock faire face à toi, ça veut dire que tu l'as en plein face. Fait que 11 000 à l'heure et plus, ça veut dire que ton aileron avant, c'est lui qui est affecté le premier. Fait que quand tu vas rentrer dans le coin 1, là, la voiture, elle va être vraiment pointilleuse. Fait que là, tu t'en vas à droite, tu vas cliquer, mettons, 3 coups. Fait que tu vas ajouter 30 livres du côté droit pour la faire sous-virer, mais elle ne sous-virera pas parce que tu sais déjà qu'elle va être trop nerveuse. Fait qu'elle va devenir égale au virage numéro 3 qu'elle a s'ouvrir parce que là, tu as le vent dans le dos. Fait que là, toi, tu vas y mettre du poids à gauche pour qu'elle soit nerveuse, mais elle ne sera pas nerveuse parce que quand tu rentres dans le coin avec 11 000 à l'heure dans le dos, l'auto pousse du nez. Tu as ça. Puis si, mettons, tes poids, c'est trop nerveux ou pas assez nerveux, ben là, tu as la barre stabilisatrice en avant, tu as la barre stabilisatrice en arrière, puis là, ben, tu peux changer le roulis de la voiture avant, puis le roulis de la voiture arrière. Fait que si, mettons, la voiture roule égale, puis là, d'un coup, tu veux la faire rouler plus en avant, tout en sachant que tu as changé ton poids, ben, tu peux clic, puis là, tu changes, mettons, 2 clics de barre en avant pour que le nez soit plus mou, ou l'inverse, 2 clics vers l'arrière va mettre le nez plus dur, fait que la voiture, elle va moins coucher du devant, tu sais. Mais tous ces changements-là, la problématique que ça a, c'est pour ça que Indianapolis, là, c'est vraiment difficile parce que tu sens pas la voiture. Quand la voiture, elle t'a donné un effet, là, si c'est un mauvais effet, la plupart du temps, tu es dans le mur parce que tu es déjà rendu dans le 90, tu es déjà rendu dans le noyau du virage. Et le problème, c'est que chaque changement que tu fais avec la voiture, ça a un effet de la hauteur. Puis la hauteur, ça joue avec ton aérodynamisme. Fait que même si tu joues mécaniquement, ton problème, c'est que tu affectes la hauteur du devant, tu affectes la hauteur du derrière. Puis quand tu joues avec les barres stabilisatrices, tu affectes la hauteur du devant, fait que l'aileron en avant va venir plus proche du sol. Puis un aileron, ça a la shape d'un aile d'avion. Tu sais, c'est à l'envers, par contre. Fait qu'un avion, ça crée un lift. Avec la vitesse, nous, on crée un push. Mais plus le bedon de l'aileron vient proche du sol, plus que ça siphonne. Fait que quand tu changes ta barre stabilisatrice, si ta voiture, elle couche un peu, elle va avoir l'effet mécanique de gripper plus, mais elle va avoir aussi augmenté en appui aérodynamique parce que là, l'aileron va siphonner au sol. Fait qu'il faut que tu fasses attention à tes ajustements. Puis la qualif, qu'est-ce qui était le fun, la récompense de tout ça, c'est que c'était tout proche. Là. Il y avait Scott Dixon qui était à 0.1 000 à l'heure de moi, qui était dans une Ganassi. Tu avais les voitures Penske qui étaient là aussi. Mais c'est le fait que c'est la moyenne de tes 4 tours. OK? Fait que même si tu es super vite sur un tour, c'est les 4 tours, il faut que tu survives. Fait que tu peux faire un tour canon sur ton premier tour parce que tes pneus sont flambant neufs, mais le deuxième, ça va empirer. Le troisième, ça va empirer. Puis le quatrième, ça va empirer. Parce que la voiture, elle survit sur la bonté du pneu. Puis là, elle commence à slayer, puis là, tu perds du temps. Mais pour faire ça à fond, puis pour pas que ça fasse comme... Ça, c'est facile. Quand ça fait ça, t'es trop écrasé, puis la voiture, elle avance pas. Mais quand tu entends le moteur là, rester à haut régime, puis que la voiture est comme neutre, c'est là que t'es vite. Mais quand tu la rends comme ça, puis tes pneus commencent à être usés, le risque est élevé, tu comprends? Fait que, tu sais, j'ai été pas pire, mais j'ai été aussi chanceux parce que j'ai pris quelques risques parce que je la voulais vraiment, la pole, puis ça aurait pu, tu sais, un coup de vent, puis, tu sais, j'aurais pu passer de héros à zéro, puis me retrouver reculé dans le mur. Puis, tu sais, fait que, dans le fond, les astres étaient alignés là, pour ça, là. J'ai pris des risques que je ne reprendrai plus aujourd'hui. Ah. Ben, parlant de risques, je te fais un lien avec la petite anecdote. Comme tous les pilotes de course, tu as eu des accidents. Parce que écoute, quand tu vires en avant, à un moment donné, ça brasse un peu.
On ne parlera pas de l'accident majeur que tu as eu avec Alex Zanardi qui était épouvantable. Je sais que c'est pas un bon souvenir, mais Ah, ça, c'en est c'est un des gros. Hein. ouais, on va essayer de t'éviter ça aujourd'hui, mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'un de tes plus gros accidents où tu aurais pu être blessé le plus gravement, c'est arrivé à la maison à Vegas. Yes, Mais sir. encore entouré de gars de course. Ça, c'est bon, ça. C'est parfait pour trace de break, ça. Ah, écoute, tu sais, à un moment donné, là, on essaye de lâcher un peu notre fou. Là, tu sais, quand tu as des saisons vraiment intenses, tu essayes de déconnecter une fois de temps en temps. Puis, j'étais coéquipier avec Patrick à l'époque et Miguel Duhamel, le rider de moto, il habitait aussi à Vegas. Paul Tracy habitait. Écoute, on habitait sur la même rue. Tu sais, ça pas compliqué. Et à un moment donné, on a pogné le beat de vouloir faire des parties d'Halloween déguisés. Puis même quand c'est pas l'Halloween, là, style le 22 octobre, là, où est-ce que t'as pas une personne qui est déguisée sa planète, mais nous autres, on l'était. Là, fait que imagines-tu qu'on avait l'air d'une bande de crétins. Mais les femmes faisaient le souper, le barbecue en arrière, tout ça. Puis là, c'était rendu mon tour avec ma femme de recevoir. Et là, j'ai Patrick à la maison avec Annick. Puis là, Paul Tracy décide d'arriver habillé en Nacho Libre avec son masque déguisé en lutteur. Puis un de ses chums qui l'a amené avec son suit Team Cool Green. Puis il s'était acheté un nouveau Yamaha Rhino. Puis là, il avait fait jacker, équipé, toute la poutine. Là, il est parké dans l'entrée. Puis là, il fake de se battre avec le gars qui est habillé en Team Cool Green. Puis son autre ami, il avait prêté son suit Players. Fait que, tu sais, c'est comme l'altercation qu'on avait eue ensemble dans les puits, là. Tout le monde t'avait trouvé là, courageux en passant face à Paul, qui est quand même tout un colosse. Ouais, j'ai gardé mon casque d'ailleurs, t'as vu, hein? fait que là, tout le monde sort dehors, hein? Puis là, Paul, il nous dit, venez essayer mon Rhino, tu sais. Fait que là, t'as Paul qui conduit, t'as Miguel à ses côtés. Moi, je suis en arrière de Miguel, mais dans le siège enfant. Puis là, les ceintures des épaules, je suis pas capable de les agripper parce que je suis trop grand. Patrick, même chose, fait qu'on s'attache à la taille uniquement. Puis là, il part avec ça, tu sais. Puis là, je vais révéler la vraie histoire, là, tu sais, parce qu'il y a personne qui sait. Hey, on en a compté de la bullshit. Mais, fait que là, il part, puis là, il part avec ça dans un terrain de golf, OK, sur le chantier de ciment des cartes de golf. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais la suspension a cassé en avant. C'était comme un aftermarket jack kit qu'il avait mis sur sa patente, là. Et puis, fait que la roue rentre en dessous du Rhino, puis le Rhino se met de côté comme ça. Boum! Puis il atterrit, puis moi, je suis comme ça, puis là, oh! Je me pète la tête contre le ciment, OK? 17 agrafes dans la tête, OK? Oh. Une belle job. Non, une belle job, là. Mais moi, je suis déguisé en Bozo le clown, OK? Avec la bouche toute rouge, avec des verres de contact comme de chat, OK? Où est-ce que tu vois pas tes pupilles. Patrick est déguisé en Beetlejuice, mais tout un déguisement, là. Wow. Et là, il est pogné comme ça, là. Puis là, Paul Tracy tombe du Rhino sur Miguel, OK? Puis Paul se pète l'épaule. Puis là, Pat regarde, puis là, le sang commence à pisser de ma tête. Puis là, il capote, fait que là, il se détache. Puis là, il part à courir. Moi, j'étais out, là, commotion sévère. Et là, il part, mais c'est pas l'Halloween, là. Puis là, il commence à sauter par-dessus les clôtures du monde, du terrain de golf, pour aller demander à appeler 911. Puis là, il voit un gars en Beetlejuice avec des souliers comme des plateformes hautes comme ça. Là, il sautait par-dessus. Il en a perdu ses souliers, d'ailleurs. Jusqu'à temps qu'il arrive à la maison, puis là, ils disent aux filles, appelez 911. Écoute, on a eu un accident, Alex est mal en point. Fait que là, l'ambulance arrive apparemment, puis jusqu'à temps que l'ambulance arrive, j'ai resté out. Wow. Fait que là, non, écoute, il est 8h30 le soir, là. Je peux te dire que le party, Pooper, là, il est pété, là. Fait que, on s'en va dans l'ambulance, on embarque dans l'ambulance, puis là, on arrive à l'hôpital, là, le souper est scrap, ma femme est là.
il me renvoie à la maison avec mes 17 agrafes. Et puis, le lendemain, Paul vient me visiter, tu sais. Là, il est mal à l'aise au bout, là. Mais moi, je suis assis dans mon sofa, puis je me berce comme ça. Puis, à 3 heures du matin, quand je suis revenu de l'hôpital, je passais l'aspirateur dans mon garage, un aspirateur de tapis, mais sur un garage en béton. Puis là, ma femme, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, I need to clean. Mais tu sais, j'étais pas là, OK. j'avais une sale commotion, là. Et puis, on avait une course au Mexique, mais il y avait 2 semaines de break, fait qu'une chance. Puis là, à un moment donné, j'appelle mes parents, je dis, je pense que je ne courserai plus jamais de ma vie. J'ai de la misère à voir les runabouts, puis la perception. Tu sais, j'ai tout le temps l'impression, tu sais, que je vais taper un trottoir, puis je ne suis pas encore arrivé. Je suis vraiment mêlé, là, tu sais, puis j'ai comme l'impression que je vais super vite, mais je ne vais pas vite, tu sais, je roule 40. Fait que j'appelle Patrick, puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je donne tous mes symptômes. Puis Pat, il me dit, ah non, inquiète-toi pas, là, ça m'est déjà arrivé. Ça va revenir. C'est normal, c'est tout à fait normal. J'en ai pogné une comme ça, moi, avec. Puis comme de fait, il avait raison parce que c'est revenu, tu sais. Puis j'ai réussi à me présenter au Mexique puis à courir de peine et misère. Mais Paul avait dû se faire remplacer par Mario Dominguez parce qu'il y avait l'épaule fracturée. Ouais. Fait que disons que notre soirée de party d'Halloween, elle s'était mal finie, là, puis Paul avait raconté qu'il était tombé dans un golf cart sur un terrain de golf, mais disons que c'est pas un golf cart. S'il fallait raconter toutes les excuses de blessures de pilotes québécois, canadiens et d'ailleurs pour se faire remplacer pour une course, il y en aurait long à raconter. Ah non, mais écoute, je peux te dire, là, un des gars là, assez capotés, là, c'était Patrick, là, avec moi. Là. Je voulais pas le dire. Écoute, mais lui, tu sais, Lewis Hamilton, là, pour se distraire, il fait les tournées de parade de mode, puis il décide de déconnecter de la vie de la Formule 1, puis il fait des voyages partout, tout ça. Pat, lui, là, c'est jouer des tours. Lui, là, quand il jouer des tours, là, il est dans son univers, OK? Puis écoute, on en a joué des tours, là, mais pas à peu près, là. Des tours à l'équipe de course, des mécanos. À un moment donné, les mécanos, là, en partant de Sebring, là, ils étaient tellement choqués des tours qu'on leur a joué, OK? Parce que ils changeaient les différentiels sur l'heure du lunch, puis Pat a eu la brillante idée de dévisser tous les sièges de leur minivan, les visser à l'envers, les remplir plein d'eau, mettre la graisse de cardan sur le windshield. On a défait les tuyaux de windshield washer, puis on les a fait passer par le firewall de la colonne de direction jusqu'à l'intérieur. Ça arrose le monde. Puis là, écoute, fait que là, t'as les gars d'équipe Players habillés en chemise bleu pâle avec des pantalons bleu marin. Puis là, ils mettent toutes leurs valises dans le trailer, c'est la dernière journée, parce qu'ils veulent pas amener leurs valises à l'aéroport, ils vont juste comme rentrer directement, puis ils récupéreront leurs valises à la shop à Indianapolis. Fait qu'ils laissent toutes leurs valises ils n'ont plus de linge de rechange. Puis là, le trailer, lui, il part, puis là, il est sa route. Puis là, eux autres, fin de journée, ils prennent une bière, chill, ils ont encore quelques heures avant d'aller à l'aéroport. Ils n'ont plus d'outils, ils n'ont rien, là. Fait que là, quand ils arrivent à leur voiture, ils ne peuvent pas rien faire. Fait que là, ils ont dû aller à la shop de Skip Barber à Sebring pour aller prendre des outils pour défaire les bancs. Puis là, quand ils se sont assis dans les bancs étaient pleins d'eau. Fait qu'ils ont fait le trajet Sebring-Miami avec les fesses imbibées d'eau. Puis quand ils ont parti le windshield washer, écoute, ça l'a aspergé dans l'auto, là, c'était gros comme mon doigt. Écoute, ils sont arrivés là, à l'aéroport, là, les mains pleines de graisse. Il y avait de l'air d'une bande de hillbillies, là. Écoute, nous autres, on était là. Écoute, moi, j'en ai pissé dans mes culottes, là, de les voir arriver comme choqués après nous pas être capables d'arrêter de rire. Puis eux, choqués pour de vrai, là. Il fallait qu'ils se tapent un vol tout plein d'eau. Le cul mouillé. Écoute, on a ri, là. Mais là, ils ont commencé à nous jouer des sales tours, là. Fait que là, moi, à un moment donné, j'étais à Sebring. J'avais loué, pas trop, une Buick Regal, quelque chose de même. Et ils ont défait la suspension arrière de la voiture.
Puis ils sont partis. Moi, quand j'ai embarqué dans mon auto, la voiture était comme ça. OK? Et en avant, ils ont enlevé les capes de roue, puis ils ont mis des poids pour balancer les roues, puis ils ont collé les capes de roue avec de la colle. Fait que là, quand je pars avec la voiture comme ça, et dès que j'atteins 40 km/h, je te jure, la voiture, elle sautait, là, comme les voitures mexicaines qui ont des chocs, là. Elle devait sauter un pied d'eau. Le windshield a craqué. Je me suis tapé 1h30 de route. J'ai manqué mon vol, c'est sûr. Mais je pouvais pas aller plus vite. Écoute, là, à 40, là, c'était le gros max. Tout voulait arracher dans la voiture, là. Je pense que le dash a arraché de ses ancrages, là. Puis là, à un moment donné, écoute, à un moment donné, il va falloir qu'on se fasse un secret. Là. Ça, je peux pas le dire. Mais à un moment donné, là, ça l'a arrêté parce que ils ont joué une espèce de tour à pattes, là. Puis là, le team manager de l'équipe, il est rentré dans le top, il a dit, là, vous, ma gang de Mongols, là, vous allez arrêter ça. Puis là, c'est là qu'on a dû arrêter. Mais, tu sais, écoute, c'était... Je veux dire, tu sais, comment ça peut, comme, dégénérer. Aller, à un moment donné, là, dégénérer, ouais. Puis... Fait qu'il a fallu que quelqu'un, un adulte, là, rentre dans le top et dise OK, arrêtez là, mes cons. Là. Mais écoute, Pat, il était pas du monde. Là, il s'amusait. C'est une façon de lâcher son fou. Ouais. Puis moi, j'étais tout le temps pris là-dedans. Fait que j'étais tout le temps le complice. Là, fait que c'était Pas assez fou pour mettre le feu, mais pas assez fin pour l'éteindre. Ouais, c'est à peu près ça. Nous autres aussi, Alex, notre team manager vient d'arriver, puis nous autres aussi, il faut s'arrêter. Mais merci beaucoup, en tout cas, de ta générosité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que t'es un passionné, ça c'est sûr. Merci, vous êtes gentils, les gars. Merci pour ta visite. Merci d'avoir été là, on a eu du bien du fun. On se voit au cours cet été, Alex. Salut! Merci, on va se revoir. Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventure. Et Nissan Longueuil, en mouvement de génération en génération.